Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre télévision Equinox TV avec 10-12 le Zénith qui vous retrouve encore fièrement ce matin. Armez-vous, restez courageux, restez forts en même temps avec la grande équipe ce matin. Nous irons très loin, nous toucherons bien sûr les questions qui sont un peu plus que réelles aujourd'hui au Cameroun. Et on le sait, vous dormiez hier soir avec des inquiétudes énormes sur les nombreuses correspondances qui écument aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais une question évidente ce matin, qui sont ceux tapis à la présidence de la République du Cameroun qui choisissent de mettre les documents sur les réseaux sociaux en permanence? Peut-on comprendre aujourd'hui que la seule voie ou la voie unique à travers laquelle la présidence peut désormais s'exprimer aux Camerounais, c'est de publier les documents officiels sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Qui sont ceux-là qui, en réalité, se permettent à travers les réseaux sociaux de manipuler la conscience ou les consciences nationales aujourd'hui et même internationales? La question bien sûr est posée ce matin, mais au-delà de la question posée, des réelles questions sont celles émises par Human Rights Watch et Transparency International qui reviennent sur la gestion des fonds Covid-19 et disent que le Cameroun n'a toujours pas rendu son tablier en ce qui concerne ces gestions des fonds au Cameroun. Comment ne pas restituer les contrats établis pour la gestion bien sûr de ces fonds au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Et autour de ce énième fait, des scandales encore risque bien sûr d'ébranler l'image du Cameroun. Restez des notes, madame, monsieur. On en parlera sûrement avec vous jusqu'à 12h, pendant que nous y sommes. Charles Amem Batchou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le Cameroun a finalement été suspendu de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ils n'ont pas pu produire de rapport. Et par conséquent, ils ont été suspendus. Donc, désormais, vous ne faites plus partie du comité ITI. Nous avons débattu de ça longuement sur ce plateau. Il y a un peu plus d'une semaine. Il y a un peu plus d'une semaine sur ce plateau de la suspension et des conséquences. Alors, monsieur Michel, on n'a pas pu produire le rapport. Pourquoi? Allez savoir, le Cameroun a été suspendu. Mais passons. Ce qui est bien de dire aujourd'hui, c'est que le chef de l'État s'est réveillé pour dire, permettez l'expression entre guillemets, se réveiller pour dire que depuis qu'on crie sur cette affaire de Covid, enfin le chef de l'État a demandé à ce qu'il y ait une enquête, qu'on attrape tous les acteurs, les complices, les ordonnateurs, les gestionnaires. Est-ce qu'au regard des différentes publications de l'honorable Jean-Michel Ntieux, cela va inquiéter notre ministre de la Santé ou alors le comité de gestion stratégique de cette pandémie? Point d'interrogation. Dans tous les cas, c'est beaucoup de milliards. Des milliards. Et c'est une condition posée par le FMI pour éventuellement encore aider le Cameroun. Donc, sachez un peu plus de 2300 milliards de francs CFA aujourd'hui, Charles Amem Batchou. Ça fait parler plus d'un Camerounais depuis hier soir. Alors, vous parlez bien sûr du comité de gestion de la crise sanitaire au Cameroun. C'est-à-dire, en réalité, il faudrait déjà que non seulement la Chambre des comptes qui a rendu son rapport, est-ce qu'au moins le Premier ministre chef du gouvernement a été audité? Est-ce que le secrétaire général à la présidence de la République a été lui aussi audité quand on sait en même temps qu'il a été très impliqué dans la mise en place des villages au niveau du stade militaire? C'est un exemple bien précis. Est-ce que lui aussi il a été audité? Et au-delà, comment comprendre aujourd'hui qu'on appelle le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à appliquer au plus vite justement cet appel du chef de l'État? Le gouvernement sera-t-il touché au pas? Wait and see. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour M. Ngachou. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Le sommet Afrique-France, le prochain, aura lieu le 9 et 10 juillet 2021 à Montpellier, au sud de la France. Cette fois-ci, selon l'avis d'un consultant, surtout de Achille Mbembe, celui-là que M. Emmanuel Macron a appelé pour l'aider à organiser ce sommet, il dit qu'il n'y aura pas de chef d'État africain. Un sommet France-Afrique sans les chefs d'État africains, pour Achille Mbembe, il dit qu'il s'agira pour le peuple africain de s'approprier certains pans de pouvoir. C'est possible
point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-il prendre? Lui qui a toujours parlé ou dénoncé la satrapie africaine, comment le peuple africain va-t-il prendre le pouvoir? C'est le peuple qui négociera avec le président Macron. Comment va-t-on enlever les verrous qui nous conservent toujours l'un des enclos coloniaux? C'est pour ça que nous autres, nous ne parlons même pas de pays francophones. Nous préférons parler de pays dominés par la France. Pays à domination britannique, portugaise et tout. Mais attendons de voir, comment les peuples africains, cette fois-ci, vont négocier directement avec l'Élysée. Merci. Merci beaucoup, Moron Bengan Kangue, ce matin. Merci également à vous et bonjour, Isabelle Carozopet, bienvenue ce matin. Bonjour à vous, Michel. Bonjour à ceux qui regardent encore le programme ce matin. D'accord. Vous allez bien? Oui, super bien, merci. Super, c'est important de le dire. Dominique Audrey, Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour téléspectateurs. Vous avez le sourire ce matin? Oui. Pourquoi? Parce que je suis en vie. Ah. Non, en je fait, suis en vie. Ah, d'accord. Parce que pense à tous ceux qui nous regardent quelque part. Non, je voulais qu'elle me dise si Texas elle a eu... Ah, du Texas. Bonjour. Nous leur adressons bien sûr le bonjour ce matin, madame, messieurs. Merci de rester des nôtres. N'oubliez pas, vous avez les plateformes 10-12, le Zénith sur Facebook, Equinox TV sur Facebook également. Et n'oubliez pas, un contact tout à l'heure s'affichera à l'écran. Vous nous laisserez vos commentaires, vos réactions à la suite des sujets posés dans ce studio ce matin. N'oubliez pas que nous vous parlons et vous nous parlez vous aussi. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. C'est une histoire assez compliquée parce qu'elle fait froid dans le dos. C'est l'histoire d'une jeune femme. Elle dit qu'elle est âgée de 30 ans et qu'elle est avec Achille depuis sensiblement 12 ans. Et aujourd'hui, ils ont une fille. Elle dit qu'elle a rencontré Achille il y a des années, alors qu'il était encore vendeur à l'étalage dans un marché. Et celui-là vendait du poisson. Elle a été frappée par la combativité du jeune homme, qui était très entreprenant, et elle n'a pas pu résister, elle est tombée amoureuse du monsieur. 6 ans après le début de leur relation, malheureusement, on appelle et on leur dit la maman d'Achille a chuté, comme on dit généralement. Elle ne se sent pas bien et il faut rapidement l'argent pour la conduire à l'hôpital. Malheureusement, les tontines qu'Achille faisait n'ont pas suffi à pouvoir à pouvoir conduire la maman à l'hôpital. Il s'est même rapproché de plusieurs amis. Il a demandé qu'on lui prête de l'argent. Personne n'a voulu lui donner de l'argent à ce moment-là. Et malheureusement, sa mère n'a pas pu tenir le temps d'avoir l'argent pour qu'on puisse la traiter. Et elle en est morte. Il a été tellement affecté, tellement touché, qu'il s'est juré, dit-elle ce jour-là, de ne plus jamais être pauvre de sa vie. Dit-il? Oui, a-t-il dit à la jeune dame. Donc, 1 an après, la vie a continué son cours normalement. Il revient et il annonce à la jeune dame, appelons-la Marguerite, voilà. Il dit à Marguerite que j'ai décidé d'ouvrir ma propre poissonnerie. Donc, elle dit qu'elle n'a pas compris comment il pouvait faire pour avoir autant d'argent. Elle lui a posé la question, il lui a dit non, tu sais que je fais, j'ai une réunion chaque jour, j'ai une réunion chaque semaine et j'ai des réunions de tous les mois, donc j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir l'ouvrir. D'accord, 6 mois après, il ouvre une cave à vin et à côté de ça, il ouvre une autre quincaillerie. Donc, les choses allaient plutôt bien et elle raconte que pendant les 6 premiers mois d'exercice de toutes ces activités, son mari a commencé à être un peu bizarre. Il a commencé à lui demander, pendant les moments d'intimité, de faire des choses qu'elle n'était pas très enclin à faire, d'autres pratiques. Des pratiques d'un autre genre. Donc, pendant les 6 mois, elle a tout le temps repoussé. Arrivé à 1 an, les choses ont commencé à mal se passer au niveau du business de son mari. La cave à vin a été cambriolée à plusieurs reprises. La quincaillerie est partie en fumée. Et au niveau de la poissonnerie, la marchandise commençait à pourrir parce qu'il n'y avait plus de clients qui se rapprochaient de là. Donc, il revient vers sa femme et il lui dit... l'heure est grave. Il y a sensiblement 4 ans, il lui dit, l'heure est grave. Si tu ne fais pas telle chose, notre enfant va mourir parce que tu te souviens de mon ami tel. Il m'avait proposé d'entrer dans une sorte de réunion. J'y suis entrée et aujourd'hui, je dois remplir les conditions. C'est pour ça que les affaires ne marchent plus. Entre autres,
désolée, hein. Entre autres, les choses qu'elle devait faire, c'était avoir des rapports intimes avec son mari sur des tombes dans des cimetières à des heures précises. À côté de ça, pendant cette intimité-là, il ne devait pas verser sa semence en elle, il devait plutôt uriner en elle et après boire ce liquide qu'il avait. Ça vous a été envoyé, Dominique Audrey? Oui, monsieur. Incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est le quotidien. Et ensuite, il devait boire ces urines-là. Voilà. Donc, la dame dit qu'aujourd'hui, elle est épuisée. Après cela, son mari lui offre voyage, luxe, voiture. Elle a quand même cédé? Tout ce que... Oui, pendant 3 ans. Elle a quand même cédé? Oui, elle allait dans les cimetières. Ça allait bien, quoi? Oui, ça va bien. Le business a recommencé, oui, tout est a été reparti. relancé. Oui, Ouais. tout est parfait. Donc, voyage à l'étranger, voiture, tout ce qu'elle veut, son mari lui donne. La famille, les 2 familles sont bien, vraiment, tout le monde est à l'aise. Mais elle dit qu'elle ne peut plus. Elle n'en peut plus aujourd'hui. Elle n'en peut plus. Elle est fatiguée d'avoir des rapports sur des tombes, dans des cimetières. Est-ce que partir de là, son enfant peut être impacté? Est-ce qu'elle peut mourir? Est-ce que son enfant peut mourir? Comment est-ce qu'on quitte une personne qui s'est retrouvée dans ce genre de choses? Très bien. C'est vrai quand même que c'est un peu particulier ce matin, et c'est des faits de société, comme vous le savez également. C'est un fait, c'est un énième fait d'ailleurs, puisqu'il y en a qui sont à profusion dans la société aujourd'hui, on en parle, mais ce cas précisément nous interpelle ce matin. Comment peut-on véritablement vivre dans ces conditions? Comment peut-on accepter d'être dans un château doré avec, on va dire, des nuits perturbées, des pratiques malsaines, inacceptables? L'objectif justement de l'histoire de ce matin, c'est d'amener la jeunesse à prendre conscience, surtout à comprendre l'essentiel de la vie. Mais prenons les avis, les analyses sur ce plateau ce matin. Et la question est d'autant plus importante, bon, Bengan, qu'il faut la poser véritablement. Qu'est-ce qui peut pousser des jeunes aujourd'hui à ne pas s'assumer comme ils sont et à vouloir chercher, on va dire, l'argent coûte que vaille au risque de leur vie? Qu'est-ce qui peut expliquer cette tendance qui semble être généralisée aujourd'hui? Et d'ailleurs, on va dire, matérialisée avec la nouvelle venue qui fait effet, la question du porte-monnaie magique. Comment vous comprenez ça dans la globalité? Non, c'est un problème de délitement social. Lorsqu'une personne veut s'épanouir, il oublie qu'il ne peut s'épanouir que dans sa culture. Nous avons été exposés aux cultures des autres. Aux cultures des autres, en abandonnant la nôtre et surtout en classant les cultures des autres au-dessus de la nôtre. Ça a ouvert donc la voie à des pratiques malsaines qui étaient condamnables, qui existaient, mais qui étaient condamnables dans nos sociétés. Et ça a donc amené les gens à conclure que quand on fait la sorcellerie est africaine, elle est malheureusement, c'est à ça qu'on aboutit. Alors que chez nous, il ne s'agit pas de sorcellerie, il s'agit de science. Or, les sorciers ont donc prospéré. L'Église n'a pas pu contenir. L'administration publique, quand je parle de l'administration, je parle de l'Assemblée nationale et des lois dans notre État qui régulent les rapports sociaux. Ouais. Voilà, se sont accoquinés avec la tradition qui est venue d'ailleurs. Malheureusement, en tuant la nôtre, ça a donc fait le lit à ce genre de dérapage. Qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui? Parce que en fait, l'histoire d'aujourd'hui nous amène aux conséquences. Parce que moi, je parlais de la cause, mais l'histoire, c'est la conséquence de ce qui arrive. Parce que pourquoi la fille, son mari l'amène à aller faire des rapports intimes dans un cimetière, elle aussi, elle y va, en faisant le chantage sur la vie ou la mort de leur enfant, alors qu'elle sait pertinemment qu'elle a une famille? Pourquoi ne pouvait-elle pas se plaindre auprès de la famille de son mari, qui sûrement a un chef de famille, ou alors la famille, sa propre famille à elle? Donc voilà les directives. Parce que en fait, lorsqu'on parle souvent de mariage, les gens ont individualisé. C'est pour ça, Jean Lamel et moi, nous vous disons toujours ici que le mariage, ce n'est pas 2 personnes. C'est précisément parce que les contradictions, ou j'allais dire la complexité de ce que vous allez affronter va dépasser vos 2 petits cerveaux.
C'est pour ça que les familles sont là pour vous accompagner. Donc, en cas de sorcellerie, pour le casier qui est puni par nos mœurs ici, vous vous référez à celui à qui on a donné votre main, le chef de famille de votre mari. Vous voyez qu'il a du mal ou alors qu'il a une lenteur dans l'exécution, vous repliez dans votre propre famille. Vous voyez, voilà, maintenant, elle, en y allant, elle expose non pas seulement la vie de leur enfant qu'elle voulait sauver, mais elle expose la vie de son mari qui les a embobinés dans cela, mais sa propre vie aussi. Pourquoi? Pour le matériel, parce qu'il y a 2 voyages, 3 voyages qui vont ici, parce qu'un immeuble a monté ici, parce que la poissonnerie de monsieur va prospérer. Ça va prospérer pendant combien de temps? Ça ne pourra pas. Vous avez parlé de château. Ah non, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas un château doré. Ça, c'est le calvaire permanent. Donc, c'est revenons dans nos cultures. Nous, on condamnait, par exemple, les actes d'inceste, les actes de sorcellerie. Ces gens étaient bannis de la société. Quelquefois, même le tribunal social, dans nos coutumes, les tuait, les condamnait à mort. Mais on leur donnait une période de mise en quarantaine pour s'amender et ramener de telles personnes dans la civilisation, dans la société. Au cas où ce délai était passé, cette personne était purement et simplement tuée, condamnée à mort. Vous avez parlé de ce délitement social qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est pas dire que l'une des causes également, c'est le problème fondamental que ce monsieur pose ici, c'est la pauvreté. Est-ce que c'est l'occasion de dire à ce dernier ou aux Camerounais qui nous regardent, et même les Africains, que la pauvreté est d'abord une question, on va dire, morale avant d'être matérielle? Justement, c'est une question morale, vous avez raison, mais c'est d'abord une question culturelle. Oui. Qu'est-ce qu'un homme pauvre? On vous dit $5. Non, par jour, c'est quelqu'un qui ne peut pas se nourrir avec $5. C'est faux, c'est archi faux. C'est pas dans notre contexte. Quand on commence à voir, oui, mais il ne peut pas payer la maison, il ne peut pas. On n'a pas. Nous, on a un problème de la qualité de la vie et non le problème de niveau de vie. Dans le niveau de vie, il y a les strates sociales. Et c'est ça que nous voulons transposer dans notre culture. Or, si vous restez dans notre orientation qui est la qualité de la vie, vous ne comptez pas le nombre de dollars qui vont vous permettre de vivre par mois. Vous allez, déjà il avait une activité, il s'organise là sur le précepte et l'adage populaire qui dit « la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant ». Voilà le précepte qui encadre la culture africaine, toute la culture africaine. Parce que là aussi, j'ai vu un débat dernièrement, oui, les Bantous, les Sémi-Bantous, non. Et Tchèque Anta Diop a résolu ça dans Nation Nègre Culture et dans plusieurs d'autres. Pourquoi dit Nation Nègre? Si vous allez remarquer que c'est au pluriel et culture au singulier. Nation au pluriel, culture au singulier. Pourquoi? Parce que c'est un arbre. La culture africaine est un arbre qui a les branches, qui a les feuilles, qui peut donner des fleurs, qui peut donner des fruits. Maintenant, vous pouvez prendre un fruit, vous ne saurez pas que la main que j'ai prise vient d'un arbre qu'on appelle manguier. Donc, vous allez vous distinguer parce que vous analysez sur le prisme du fruit que vous avez pris. Maintenant, si vous coupez la main, le manguier, vous n'aurez plus la main. Donc, en fait, c'est un problème de niveau de vie, de la qualité de la vie et non du niveau de vie. Il n'y a pas de pauvreté chez nous. Merci beaucoup, Bengan Kandji. Comment vous appréciez, bien sûr, vous aussi, l'histoire ce matin, madame, monsieur? Qu'est-ce qui peut justifier qu'un homme, en même temps, parce que sa maman n'aurait pas eu, parce qu'il n'aurait pas eu de l'argent suffisamment pour sauver sa maman décédée, et qu'il choisisse 1 an plus tard de rentrer dans les cercles vicieux, entre guillemets, pour pouvoir se faire quelques pouvoirs et avoir de l'argent, voir fleurir ses affaires. Quelques 3 ans après, que tout aille bien, sa femme dit aujourd'hui qu'elle n'en peut plus parce qu'elle aura accepté justement ces pratiques malsaines dans les cimetières, sur les tombes et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui peut bien pousser certaines femmes aujourd'hui à se comporter pareillement? Alors, Isabelle Carole, je voudrais ici également que l'on interroge, dans la mesure possible, la pauvreté spirituelle de cette femme, dans une certaine mesure, surtout morale aussi, et pourquoi ne pas en parler à sa famille? Comment vous comprenez ça, vous, à votre niveau?
Je crois que aussi tu ne veux pas qu'on commence à s'en prendre à la femme. Il faut qu'on commence bien évidemment par l'homme parce que c'est ce que à partir de lui, c'est à partir de lui que tout part. C'est le monsieur qui arrive, qui ne dit même pas à sa femme, voilà dans quel pétringe vraiment on s'est mis. Et puis la dame constate par la suite ce qui est déjà fait. Moi je dis toujours que l'épanouissement d'un couple passe par la communication. Il y a des décisions importantes quand elles ont besoin d'être prises. Il faut que les deux conjoints soient en harmonie et d'accord. Donc je crois qu'à ce niveau, le monsieur a péché parce qu'il n'a pas dit à sa femme, écoute chérie, voici ce que je souhaiterais qu'on fasse. Autre chose concernant ce monsieur, quand il prend déjà la Libye, ma mère est décédée parce que je n'ai pas pu lui apporter tous les soins. Et j'ai juré à partir de ce jour de ne plus jamais être pauvre. Moi, je crois que c'est un faux prétexte, c'est un argument qui ne tient pas la route. Parce que ce n'est pas au prix de je sais quoi que vous allez hypothéquer toute une vie et celle des autres, jamais. Encore que même sa maman ne serait pas d'accord d'une telle décision qu'il soit capable de vouloir prendre. Par la suite, la dame en question, je crois que le rôle de la femme aussi, c'est de pouvoir recadrer lorsqu'il y a des dérapages ou alors des comportements, des écarts de la part de monsieur. C'est là où aussi la dame peut réagir. Et c'est à ce moment aussi qu'on peut l'attendre. Parce que prendre sur elle dans lit dans un cimetière, Michel Ngacho, j'ai du mal depuis ce matin à faire le film dans mon cerveau, de voir comment une femme vraiment puisse aller avec son mari dans un cimetière parce que soi-disant elle veut coucher avec lui là-bas. D'accepter ça. Le fait pour elle d'avoir accepté ça. On dit qui a bu boira et la petite vient en mangeant. C'est vrai qu'on n'oublie pas que la soif aussi pas en buvant. Mais dans le cas de cette dame, je crois quand même qu'elle a poussé le bouchon trop loin parce que c'était à elle de dire à monsieur, si tu es entré dans n'importe quel réseau, va leur faire comprendre que vraiment ça a été une erreur de ta part ou quoi que ce soit. Bref, elle devait stopper ça. Mais la raison que l'homme donne quand même, peut-être c'est ce qui a fait peur à la dame. Le fait que votre enfant, votre unique enfant va décéder. Oui, en même temps, quand elle commence à avoir ce genre de rapport, c'est dans des lieux aussi malsains, je me pose bien la question de savoir si la vie de leur enfant est toujours protégée, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, elle parle de quoi? Aujourd'hui, elle parle des remords, elle parle du chagrin, elle parle de cette vie qu'elle mène qui ne la sourit pas. Les gens la voient en vie, mais au fond, elle ne sourit pas. Elle subit la vie, mais elle ne vit pas et c'est grave. Quand on commence à subir la vie, ça veut dire qu'on n'est plus content d'être de ce monde. Peut-on dire que c'est une femme envieuse dans la globalité? Parce que ne pas dénoncer son mari aux premières heures, y vivre pendant presque 3 années et revenir se plaindre aujourd'hui, va-t-on dire justement que c'est le problème aussi fondamentalement? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr que peut-être on a dit à la dame, voilà, le monsieur est rentré, lui dit, ok, d'accord, on a demandé que tu donnes un membre de ta famille. Du moins, on a élevé le niveau. Oui, vraiment, on est passé à une autre étape, une étape à laquelle elle ne s'attendait pas. Ouais. Parce qu'elle se disait simplement, non, on va juste aller dans ce genre d'endroit, on aura un rapport sexuel, encore que ça avait mon mari et tout, donc ça va passer inaperçu. Donc si c'est 3 ans après qu'elle décide de rompre le silence, je crois qu'il y a eu derrière ça une autre condition qui, ma foi, fait en sorte qu'elle commence à se remettre en question. Je crois que c'est depuis fort longtemps qu'elle devait commencer à décrier, à se tourner même vers sa famille. Et quel message vous envoyez aux jeunes qui vous regardent ce matin? Les femmes comme vous, la jeunesse comme vous et moi, qui est prompte justement à rentrer dans de pareilles pratiques parce qu'on est tous conscients de la pauvreté dans laquelle nous vivons, nous en Afrique. Mais est-ce qu'on a une contrainte justement à s'y mettre? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunesses? Le bonheur, chacun le construit. Le bonheur, chacun le construit à sa façon. Ouais. Il y a de différentes façons de pouvoir être heureux. Chacun construit son bonheur à son niveau. Le bonheur passe par un épanouissement. Le bonheur passe par une liberté mentale, une liberté physique. Ce sont des éléments par lesquels passe le bonheur. Et le bonheur se construit. Le bonheur, c'est d'abord, il y a des maisons où il y a des milliards et tout ce qui va avec. Mais Michel Ngacho, on est incapable de manger à table le soir. On est incapable de se regarder dans les yeux. On est incapable de se coucher sur le même lit. On est incapable de communier avec les enfants parce qu'on a tout sacrifié, on a tout boycotté. Le bonheur, c'est d'abord la paix intérieure avec soi-même. Dire qu'il y a des familles qui aujourd'hui certainement ne vivent pas de bonheur, Charles Mbachou, pour avoir effectivement choisi de pareilles pratiques. Je m'en souviens encore d'une camarade de classe qui, à l'époque, nous étions à l'université. Elle était à l'université, dans une université, on va dire, laïque, pas très loin de Coron où nous fréquentions à l'époque, et qui nous faisait savoir que elle ne tenait plus parce qu'à la maison, il fallait manger des excréments humains. Qu'est-ce qui peut expliquer quand même que des familles choisissent aujourd'hui de pervertir les mentalités, de détourner, de désorienter des enfants, mais surtout, qu'est-ce qui peut animer certains hommes comme vous et moi à rentrer dans ces pratiques, M. Mbachou Charlemagne? La recherche des plaisirs de ce monde.
la recherche de l'argent, du plaisir, tout ce que les plaisirs offrent. L'enfant est né après le décès de la maman ou bien avant le décès de l'enfant. Monsieur Michel, ce garçon était déjà dans ses cercles. Ce garçon côtoyait déjà des cercles avec beaucoup d'hésitation, mais il avait déjà la main, il connaissait qui était qui faisait quoi, qui allait où, qui mangeait, comment, qui a réussi. Vous savez, dans un marché, on connaît tout. Et on connaît tous M. Michel Ngatou. Ça veut dire que quand vous passez devant tel, on dit que faites attention à ce père-là. Vous allez tout de suite au marché Mbopi. Au marché Mbopi, vous entrez, on va vous dire que telle boutique, faites attention, le type là, ici là, les bandits n'ont jamais braqué depuis qu'on est au marché. Il a un mboma là-bas en haut, très violent, de temps en temps, le mboma sort. Allez dans telle boutique, pareil au marché central. On vous dit, il y a tel papa là-bas, ne prêtez jamais l'argent. Même si tu as quel problème, même 100 francs, ne vais jamais dire que papa demande d'abord 100 francs, je vais gérer, ce sera ton entrée dans le cercle. Donc, M. Michel, premièrement, il côtoyait ce milieu. Était-ce lui qui aura donné sa maman comme gage d'entrée? Il faut savoir, il y a des cercles où le gage d'entrée, on vous demande de donner quelqu'un qui vous est cher. Regardez l'affaire des porte-monnaie magiques, où deux individus, vous les voyez courir, je ne donne pas ma main, je ne donne pas ma main. On vous demande en gage de donner une personne qui vous est chère, votre maman, ou alors un frère ou un fils. Était-ce le premier cas on a demandé le fils, il a d'abord préféré donner la maman, point d'interrogation. Lorsqu'il revient du dé, d'où vient-il, M. Michel Ngatou, qu'il prenne cet engagement que je ne serai plus jamais pauvre? Oui. Généralement, ceux qui prennent ces décisions, c'est par rapport à un certain vécu. Un certain vécu, leur enfance, oui, on va trouver les traumatismes dans leur enfance, le traumatisme dans leur vie scolaire, où ils ont eu tout un tas de difficultés, et se dire, ok, je vais tout faire pour pouvoir réussir. Mais ce tout faire pour pouvoir réussir n'est pas tout faire pour entrer à l'éloge. Tout faire pour adhérer à des cercles magiques. Oh, M. Michel Ngatou, tout faire pour réussir. Peut-être que je vais m'entourer des bonnes personnes, je vais m'entourer des bons conseillers. Est-ce que sa femme a fait le suivi nécessaire? M. Michel, non. Qu'est-ce qu'on met dans le suivi, cher Amel? Oui, lorsque votre mari vous donne une phrase comme celle-là, vous ne dormez plus. Vous commencez à épier les moindres mouvements de votre mari. Il est rentré avec quoi? Vous savez, lorsqu'on entre dans ces cercles, il y a des choses que vous devez planter dans votre cour. Il y a des choses que vous devez planter à l'entrée de la maison. Il y a des choses que vous devez planter au salon, M. Michel Ngatou. Ça veut dire que vous restez permanemment en contact avec ce monde. Il y a des réunions qu'on vient faire la nuit dans votre cour. Il y a des réunions qu'on va faire. Il y a des gens qui devront entrer. C'est des cornes qu'on enterre. Cette femme a-t-elle pris la peine de se rendre compte de tout cela? On enterre toujours des choses. Alors, première chose, n'a-t-elle pas vu? Elle n'a pas vu. Lorsque le luxe, je suis venu, j'ai acheté ma première boutique. Ok, tu avais combien de tontines? Tes tontines rapportaient combien? On procède par calcul. Non, je ne me reconnais pas là. Si elle a fait 1 an, et vous savez, dans ce cercle, je vous le dis aujourd'hui, personne n'entre dans ce cercle sans leur femme. Qu'on ne vous mente pas, la femme est toujours complice. Si l'homme est non, peut-être c'est plus tard que la dame apprend. Je dis non, la femme est toujours complice de cela. Vous allez dans plein de maisons à Yaoundé. Vous avez des parents, vous avez des personnes, de ce que vous appelez des personnalités qui couchent leurs enfants dans les maisons. Avec la complicité de la madame. Dont les enfants sont malades, enchaînés, des filles. Oui, M. Michel Ngatou, ne me regardez pas comme ça. Non, bah, je vous donne des vérités. Nous avons été... Ça nous surprend. Non, je vous dis que nous avons été, moi particulièrement, de par la position de mon papa, on a eu à fréquenter toutes ces maisons où il y avait des couloirs fermés. Vous n'avez pas le droit d'y entrer, M. Michel Ngatou. Lorsque vous réussissez à forcer, vous voyez un enfant à l'intérieur qui fait tout sur elle. Mais c'est l'enfant choyé. Ouais. C'est l'enfant, lorsqu'il y a les étrangers, qui est sur la table. C'est l'enfant qui trempe les mains partout. Mais les gens sur là, ça ne les dérange pas. Ils mangent. Donc, M. Michel Ngatou, les femmes sont complices. Je le dis et je le maintiens. Bon, alors, M. Michel, lorsqu'il est rentré, le premier jour qu'on dit qu'il faut aller coucher sur le cimetière, qu'il faut aller coucher au cimetière, qu'est-ce qu'on lui a présenté? Et voilà là où j'ai dit que la femme est dangereuse. Très dangereuse. Tous les polygames dans ce monde sont morts à 102 ans.
130 ans, 90 ans, c'est les monogames qui meurent tout tôt. Parce que cette femme aurait commencé à ce moment de tu m'amènes où? Faire quoi? Pourquoi? Ça se passe comment là dedans? Voici la richesse, voici l'argent, tu auras ceci, tu auras le bonheur. On a déjà eu ce step, on donnera l'autre step, on va évoluer comme ça. La femme s'est laissée embobiner parce qu'elle-même, elle vit la cupidité, monsieur Michel Gacho. Première nuit, elle couche. Il y a des nuits où on boit, il se retrouve à boire les menstruations de la femme, monsieur Michel Gacho. D'accord. Oui, mais je vous dis, parce que la femme se retrouve, non, ne jette pas sur moi. Disons-le que les gens sachent la vérité. Oui, mais ce moi ne jette pas. Les mots sont peut-être blessants, Charles, parce que. Monsieur Michel, on sait qu'on. Voilà pourquoi l'histoire elle-même est blessante. L'histoire elle-même est blessante, monsieur Michel. C'est assez blessant. Non, ne jette pas ça sur moi. J'aurais besoin de ce mois. Le mois pendant que la femme est en prématurité, il se retourne. La femme ne doit pas accepter. Vous savez quoi? On se sert justement de la femme pour traverser l'autre monde. Très bien. Alors, les femmes doivent être assez malines parce que on ne va pas vendre son enfant, on la vendra elle-même. Ce qu'elle a lieu de faire, elle est déjà dans le cercle. Elle est déjà dans ce cercle. Elle a déjà dit oui. Oui, elle a déjà dit oui parce que juste à consommer les fruits de ce oui. Ce qu'elle a lieu de faire, c'est se rapprocher maintenant de certains membres. Permettez-moi, se rapprocher de certains membres. Pas d'aller voir les prêtres, se rapprocher de certains membres et poser les bonnes questions sur la situation, la gestion et voir dans quelle mesure. Mais très souvent, on veille sur vous déjà, hein, parce que lorsque vous êtes dans un cercle comme celui-là. Je vous ai dit qu'on enterre, vous êtes la première, vous enterrez tout dans la maison. Dès que vous y à la porte et à l'intérieur du salon. Dès que vous voyez un étranger, tout ce que vous dites est voilà. fait, c'est des caméras et depuis tout ce que vous dites est fait est suivi. C'est bien dommage aujourd'hui. Dominique Audrey, et ça c'est l'occasion justement de transmettre quand même un message, on va dire, de démotivation à ceux qui ne croient pas en eux, en disant justement le bonheur est en chacun de vous, le bonheur est dans votre travail, le bonheur est dans votre mentalité, le bonheur est dans votre capacité justement à changer votre environnement, que de croire que tout ce qu'on propose de côté justement sera l'évident. Leur dire en même temps, Dominique Audrey, que le bonheur c'est vous le bonheur. C'est pas l'autre maléfique qui est le bonheur. Je sais pas, je cherche des mots. Voulez-vous bien m'aider, je vous en prie. On ajoutera à ça la culture de la facilité. Ou bien on pourrait dire également qu'aux plus jeunes, lorsque les enfants sont encore très jeunes, il faut leur apprendre à chercher par eux-mêmes, à travailler par eux-mêmes, forger des adultes. Ce sont les parents qui déterminent ce que les enfants seront demain. Il y a dans l'éducation des valeurs, des prérequis qu'on donne aux enfants qui grandissent avec pour certains et d'autres malheureusement se perdent en chemin. Mais tout de même, il faut quand même apprendre aux enfants à ne pas transiger sur leurs principes. C'est très important pour les adultes qu'ils seront demain. Il y a que le jeune homme a eu du mal après le décès de sa mère. La gestion de la douleur ou bien la gestion du deuil varie d'un individu à l'autre. On a un individu en face de nous qui a décidé de prendre une sorte de revanche sur la vie en elle-même parce qu'il estime qu'il a été mal aimé, il a été lésé. Pourquoi à ce moment précis où il avait besoin d'argent pour sauver sa mère, il ne l'a pas eu. Bon, on est tous passés par là. Est-ce que c'est un problème? Écoutez, la façon dont vous gérez le deuil, ce n'est pas la façon dont je gère le deuil. La façon dont vous gérez votre colère n'est pas la façon avec laquelle je gère la mienne. Dont les individus varient d'un individu à l'autre. Tout le monde n'a pas un mental fort. Tout le monde ne forge pas son mental. C'est dans ça que ces gens généralement réussissent à entrer et toucher les personnes qui sont fragiles. Aujourd'hui, on tape sur des pasteurs qui sont dans des églises de réveil qui ont transformé leurs ouailles en une sorte de bétail. Parce que justement, on a des gens qui ont un mental qui n'est pas d'acier. Donc, ce jeune homme a très mal géré, a très mal vécu la perte de sa mère. Conséquence, il a décidé de se venger sur ce qu'il appelle la vie. Malheureusement, il s'est retrouvé dans une histoire compliquée. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que la dame se soit retrouvée embourbée dans l'histoire. Et c'est en ça que je dis tous les jours que on ne peut pas vivre avec un homme ou une femme sans partager sa vie véritablement avec cette dernière. Lorsque vous êtes
en couple avec une femme ou un homme et que quelqu'un vous approche pour vous présenter, parce que forcément, on lui a fait la cour, on lui a présenté les biens fondés d'entrer dans cette réunion-là, il aurait pu dire à sa femme, est-ce que tu sais que tel m'a proposé d'entrer dans cette réunion du jeudi, par exemple. Il aurait pu lui dire, et si à ce moment-là... Il aurait pu lui dire Mipoki. À sa femme, le monsieur aurait pu dire... Est-ce qu'il ne faudrait même pas déjà dire qu'il ne faut même pas le faire de négocier? Lorsque quelqu'un vient vous dire quelque chose, on vous a dit la chose, non? On ne refuse pas l'appel. C'est l'objet de l'appel qui pose problème. Oui, d'accord, voilà. Madame, j'ai fait ci parce que j'ai rencontré tel, tu connais mon client tel, non, qui prend souvent 3 cartons d'œufs, par exemple. Est-ce que tu sais qu'il m'a proposé d'entrer dans une réunion, et dans la réunion, là, on gagne, par exemple. Et sa femme aura, par rapport à son 6e sens, un tilt, et elle va lui dire, non, fais très attention, je trouve que ce n'est pas bien. Mais celui-là ne l'a pas fait, parce que malheureusement, aujourd'hui, on construit une société où on veut que les hommes aient une vie dans leur vie. Il faut partager avec vos femmes, parce que la femme, qu'on le veuille ou pas, a la capacité de sentir les choses, de flairer les choses. Ah, j'ai fini déjà. Ok, donc madame, je vous dis très bien, vous saluez justement vos idées, Dominique. Rapprochez-vous simplement de votre famille, ne faites plus rien avec lui. Moi, je ne vais pas vous juger parce que on a tous des cadavres. Hein. On a tous des cadavres, on a tous fait des choses qui ne sont pas bien du tout. Voilà. Et pour moi, la repentance passe par l'acceptation de ce qu'on a fait. Vous avez admis que vous avez fait quelque chose de mal. Donc aujourd'hui, cherchez simplement une voie de sortie. Voilà. Et essayez d'en parler avec votre mari pour qu'il sorte de là, qu'il s'amende. S'il ne veut pas, vous partez avec votre enfant. On vous a suivi Dominique Audrey, Yengelek. Merci beaucoup pour votre avoir manipulé l'esprit des morts. Mais simplement ça, c'est une femme qui a écouté. Oui, non, mais c'est son mari qui l'a... Une femme obéissante, une femme qui a fait jusqu'ici. Pendant l'acte sexuel sur la tombe, lorsqu'elle est en transe et qu'elle entre en fusion avec l'esprit du trépassé, vous dites que prends ton enfant, tu pars. Je vous en prie. Merci beaucoup, Charlamagne. Merci à vous également. Vous qui nous regardez, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Mais au-delà quand même, j'ai mal dit sur ce plateau, soyez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. C'est très important. Je m'interroge ce jour sur la question des peines alternatives de liberté dans ce pays. La question du non-respect de la loi portant sur les peines alternatives de liberté dans ce pays. Le 12 juillet 2016, la loi sur le code pénal instaurait les peines alternatives au Cameroun, tout en reconnaissant le travail d'intérêt général ainsi que la sanction-réparation comme peine alternative à l'emprisonnement au Cameroun. La loi numéro 2016-007 du 12 juillet 2016 portant code pénal précise à l'article 18 alinéa 1 que les peines alternatives sont le travail d'intérêt général, la sanction-réparation, la mise en liberté sous caution, la surveillance judiciaire ou contrôle judiciaire à l'article 40 et 42. La liberté conditionnelle, article 61 à l'article 64. 5 ans après la promulgation du Code pénal, comprenant ces dispositions, rien ne bouge. Comment comprendre que tout cela soit malheureusement resté d'application très restreinte ou consciemment ignorée par les magistrats, contribuant ainsi au surpeuplement du milieu carcéral et entraînant du même coup la dégradation des conditions d'existence des personnes privées de liberté. Ces dispositions légales prévoyaient ainsi que des amendes et l'emprisonnement pouvaient être palliés grâce aux travaux d'intérêt général et aux sanctions réparatrices
pour des délits passibles d'un emprisonnement inférieur à 2 ans ou d'une amende. Que deviennent donc les peines alternatives de liberté au vu de la surpopulation carcérale dans ce pays? Comment comprendre que l'application des peines alternatives à l'emprisonnement adopté en 2016 piétine du fait que l'article 26, alinéa 2 du Code pénal, issu de la réforme de la loi 2019 du 12 juin 2016, portant Code pénal, dit clairement que les modalités de mise en œuvre d'application seront fixées par un texte ultérieur. Jusqu'à ce jour, le texte ultérieur n'est jamais arrivé. Au Cameroun, les détentions se poursuivent pour censurer des délits mineurs aux grandes dames des avocats qui pointent un doigt accusateur sur les magistrats. Comment comprendre que la sanction pénale semble être le parent pauvre de la doctrine pénale camerounaise? On aime trop les détentions dans ce pays. Comment comprendre la récente déclaration du ministre de la Justice, Laurent Esso, face au député qui a affirmé que son élaboration est difficile dans le contexte camerounais, or que 2 ans plus tôt, notamment en 2019, il affirmait devant ce même Parlement l'application prochaine des peines alternatives à l'emprisonnement. Que s'est-il passé entre-temps? Savez-vous qu'en août 2016, le même gouvernement avait annoncé qu'il s'apprêtait à mettre en pratique les nouvelles mesures des peines alternatives à l'emprisonnement contenues dans le Code pénal nouvellement révisé afin de faire face au phénomène de surpopulation carcérale. Peu de temps après, c'est le même ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui prescrivait aux procureurs généraux des 10 régions de notre pays de lui soumettre des propositions de mesures qui pourraient constituer des travaux d'intérêt général. Que vend-on finalement aux Camerounais? De la poudre aux yeux ou du vent du désert? Qu'est-ce qui est difficile à faire dans l'implémentation de ces peines alternatives pour que 5 ans après la naissance souffrée de ce décret, qu'on ne parvienne pas, ou de cette loi, qu'on ne parvienne toujours pas à l'implémenter? Comment comprendre cette spécificité énoncée par le ministre de la Justice qui voudrait que les peines ou la peine alternative ne soient pas interprétées de la même façon pour quelqu'un poursuivi à Yaoundé que pour une personne poursuivie à Batouri? Comment comprendre que jusqu'à ce jour, les détentions provisoires continuent à être la règle pour des délits parfois mineurs, qui même en cas de reconnaissance de la culpabilité, dont la peine n'excéderait pas 2 années d'emprisonnement, continuent non pas à être appliquées, mais hélas, bien aimé, à être retenues dans le sens du provisoire, détention provisoire. Le gouvernement aurait-il mis la charrue avant les bœufs dans le cadre de l'instauration des peines alternatives de liberté? Comment comprendre que le ministre Laurent Esso, en outre, a brandi le caractère honteux de certaines peines alternatives de liberté? Il a donné un exemple aux députés récemment. Il a dit, je cite, je donne un exemple pour qu'on puisse bien s'entendre. Comme peine alternative, on peut vous demander d'aller balayer devant la poste centrale pendant 2 mois. Lorsqu'un haut responsable connu dans l'administration se trouve à balayer devant la poste centrale pendant 2 mois, les enfants viennent à passer, les familles passent et lui lanceront la question de savoir, tonton, qu'est-ce que tu fais là? C'est l'humiliation. Aussi, la détention provisoire apparaît salutaire, hein, monsieur Michel Gadjou. Tonton, que fais-tu là? Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Et puis, on va saluer en même temps ces nombreux Camerounais, des frères, des sœurs, qui sont très nombreux à nous regarder dans les prisons camerounaises. Effectivement, nous adressons tous nos soutiens et nous saluons bien sûr la fraternité qui nous lie, quoi qu'il en soit. On pointe également, on dira un doigt sur la justice aujourd'hui, qui en réalité devrait, quoi qu'il en soit, rendre possible l'exécution de cette peine alternative au Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe
passe véritablement? Qu'est-ce qui bloque le projet? Comment le comprendre? On a très souvent entendu Mbengan Kenji, des universitaires nous dire, d'ailleurs je prends l'exemple ici de Stéphane Téché, qui est un enseignant et université d'ailleurs, qui avait bien dit que toute la difficulté part du fait que l'article 26 alinéa 2 du Code pénal issu de la réforme de la loi de 2019 du 12 juillet 2016 portant Code pénal dit clairement que les modalités de mise en œuvre d'application seront fixées par un texte ultérieur. Où est ce texte aujourd'hui? Finalement, c'est un verrou et tant qu'il ne viendra pas, on vivra ainsi. C'est ce qu'on doit comprendre. Lorsque l'Assemblée nationale avait voté cette loi, avant même sa promulgation par le chef de l'État, j'avais demandé à mes enfants qui sont allés à l'école, quand ils me disent oui papa, la loi c'est l'esprit et la lettre. Parce que moi j'étais focus sur un seul article, je pense que c'est 350 quelque chose, où on dit qu'on peut condamner un beau-père quand la dot est élevée et épouser sa fille. Il a dit, quel est donc l'esprit qu'il y a dans cette loi? On dit, oui papa, il faut réprimer, il faut venir aux mœurs publiques, il faut, j'ai dit d'accord. Quel est donc l'esprit que moi, quand je vais dire ici que je veux 30 tines d'huile, 30 chèvres, mais dessus, et le gars estime que il ne peut donner que 2 tines d'huile et 2 chèvres pour prendre ma fille. J'ai dit non, il va me mettre en prison et prendre ma fille. L'esprit c'est quoi? C'est de faire de ce couple-là un couple qui va vivre dans l'harmonie. J'ai dit non. L'esprit qui fonde cette loi que Charles Lamel dénonce avec raison, c'est qu'on a enlevé la notion d'innocence, c'est-à-dire on veut des présomptions d'innocence. On a enlevé cette notion dans l'esprit. Or, la loi, c'est la présomption d'innocence. Ici, on veut faire prévaloir dans l'esprit des Camerounais la présomption de culpabilité. Et la présomption de culpabilité s'accompagne avec la répression forte. Vous avez vu comment on adresse les gens pour prétendue faute de gestion. On organise tout un théâtre pour venir vous mettre aux arrêts, que vous appelez opération épervier. Regardez comment ça se fait. Ça s'est d'ailleurs fait avec un magistrat, Paul Aya Abimé. Comment Paul Aya Abimé a été arrêté et munition. Donc, quand on est donc dans cet esprit, on oublie la lettre. Or, la lettre, selon le développement de Charles Lamel, que je partage à 1000%, voudrait d'abord qu'on commande, parce qu'il y a au Cameroun ce qu'on appelle les prisons de production. Ça veut dire que vous allez en prison, au même moment, on prépare votre réinsertion sociale. Vous pouvez être en prison pour un ingénieur, le ministre Laurent Esso parle de balayer la rue. Un ingénieur, même s'il a voté les milliards, il a volé les milliards, il fait quoi quand vous lui donnez 24 ans de prison? Il est en prison, c'est vous qui le nourrissez, c'est vous qui le soignez. Et si vous ne le soignez pas, il va saisir les Nations Unies. Nous avons le cas de Mendoza et de tout, même de Vamoul qui n'est même pas encore condamné, de Charles Metouk, d'un ambassadeur Menouga qui est mort en prison, de beaucoup de gens. Alors, donc, en fait, voilà le problème. Donc, un ingénieur qui est en prison, un médecin, on peut convertir sa peine en travaux d'intérêt commun. Bien sûr. Par exemple, il vient, on le dit, il vient continuer à... C'est humiliant comment? Puisqu'il est médecin, tel ingénieur, tel autre est ci et ça. Ce n'est pas le fait de prendre où il y a plein d'enseignants universitaires. Pourquoi Mendoza? Je parle les 2 anciens recteurs de l'université de Douala sont là-bas depuis des années. Ils font quoi là-bas? Donc, on peut convertir les peines en travaux d'intérêt commun. Effectivement, au-delà de cette conversion, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion, bien sûr, pour l'État du Cameroun de tout faire pour désengorger quand même les prisons aujourd'hui, quand on sait que la population carcérale, pour des prisons comme Konengi, supposée n'accueillir que 1000 personnes, on est à plus de 6000 aujourd'hui. Et vous parlez bien sûr de la présomption d'innocence qui est exclue, dont on ne fait plus mention aujourd'hui au Cameroun.
n'est-ce pas l'occasion justement pour le gouvernement camerounais de tout faire pour désengorger ces prisons à travers ces peines, dit-on, alternatives, Maman Bengan? Et tout à fait, c'est un pan. Mais il y a un autre pan que là encore, je vais citer le ministre d'État Laurent Esso, qu'il a dénoncé, qu'il a décrié lui-même lors des réunions qu'il tient avec les chefs de cour, je pense depuis 2015. Il ne cesse d'interpeller les magistrats sur la manière, ce qu'ils appellent, qu'ils mettent les gens en prison. Il a dit, mais il faut bien apprécier. Le tout n'est pas d'envoyer les gens. Donc, dans nos prisons, c'est à l'époque que j'ai appris qu'il y a plus de prévenus que de condamnés. Oui. Comment, j'allais dire, enlever donc, pour résoudre ce problème de surpopulation carcérale, pourquoi ne peut-on pas avoir moins de prévenus, comme c'est le cas aujourd'hui? Par exemple, un Vamoulke, on dit qu'on l'a mis en prison parce qu'il n'avait pas de résidence connue. Pour quelqu'un qui venait d'être DG d'une structure étatique, soyons sérieux quand même. Donc maintenant, pour ce cas, ici, pour les peines alternatives, voilà comment on devrait le faire. Il y a des maçons là-bas. Ici, nos routes sont comme c'est. Après, on vous dit, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié l'information, mais on vous dit par exemple que les Chinois viennent ici, quelquefois c'est les prisonniers chinois qui travaillent. Bon, si c'est vrai, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? L'autoroute Douala-Yaoundé est dans un tas comme ça. Bon, pourquoi ne peut-on pas? Nous avons bien des ingénieurs de ponts et chaussées qui sont en prison. Nous avons Apprécions justement, on va dire, bon Bengan, on va dire toute la structure judiciaire camerounaise autour de cette mise en place de ces peines justement alternatives au Cameroun. Est-ce que c'est pas l'occasion quand même de regarder de plus près le travail, sans qu'on ne taxe justement d'outrage à magistrat, le travail fondamental qu'a fait le ministre de la Justice d'Adesso aujourd'hui, depuis qu'il est quand même dans cette justice-là. De nombreuses plaintes quand même vont en ce sens, et dit-on justement que son passage reste encore, il y a tellement de plaintes, qu'est-ce qui peut bien l'empêcher lui de rendre possible un tel décret et de désengorger plus vite les prisons, parce que c'est ça le problème fondamental aujourd'hui. Justement, c'est la question que nous nous posons. Il décrit qu'il y a plus de prévenus en prison que de détenus. Or, les procureurs, les juges d'instruction sont sous sa responsabilité. Oui. Ce sont les présidents de cour, donc les magistrats assis, en principe, à qui il ne donne pas des ordres. Mais au moins les autres, c'est un problème qu'il doit résoudre, qu'il peut résoudre. Alors, est-ce que finalement se sert de la prison comme une épée de Damoclès pour certains Camerounais? D'abord, il y a un problème ici. Du sérail, la justice n'a pas encore pris son pouvoir. On parle de pouvoir judiciaire, mais ça reste dans la Constitution. Oui. Comment vous pouvez entrer entre nous à la Cour suprême? Vous voyez la photo du président de la République derrière le premier président de la Cour suprême. La photo du président de la République fait quoi là? Il est le président de l'exécutif. Il n'est pas. Bon, même quand vous l'appelez président, il n'est pas là. Donc déjà ça, le fait que vous entrez dans tous les cours, vous voyez la photo du président de la République dans un pouvoir qu'il n'est pas censé bâillonner, contrôler. Vous vous posez des questions. À l'Assemblée nationale aussi, c'est ça qui ira là-bas, vous entrez, au lieu, dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, il fallait voir des Daniel Kemayou, les Fonkanchan Lawrence, les anciens, les Tandemouna, les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Et pas la photo du président de la République. On en parle, bon, Bengan Kandji. Merci à vous, madame, messieurs, de rester présents sur Equinox Télévision. Et surtout, pour vous qui avez un frère, une sœur, un membre de votre famille dans les prisons et qui sont d'ailleurs pour des délits allant de moins de 2 ans. On vous rappelle simplement que en ce qui concerne les peines alternatives, ce sont des peines qui concernent bien sûr toute personne qui aurait commis des délits qui sont passibles de sanctions de moins de 2 ans d'emprisonnement. Est-ce que vous en connaissez, vous? On en reparle dans la deuxième partie. Bon retour, mesdames et messieurs, merci encore à vous de rester sur Equinox Télévision. Bon retour à ceux et celles qui à l'instant nous retrouvent sur cette antenne. Nous sommes sur 10-12, le Zénith, qui vous accompagne de lundi à vendredi entre 10h et 12h en compagnie de Charla Membachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozepet. Et comme on aime à vous le rappeler, ensemble unis pour la même mission, vous serez servis jusqu'à 12h. À un moment, nous parlions encore de cette question relative
aux peines alternatives au Cameroun. Il faut bien sûr le rappeler que le 12 juillet 2016, la loi sur le code pénal instaure les peines alternatives au Cameroun et reconnaît le travail d'intérêt général ainsi que la sanction, réparation comme peine alternative à l'emprisonnement au Cameroun. Cette disposition s'applique exclusivement à certains justiciables. On a bien fait de mentionner à ceux-là qui ont moins de 2 ans de prison, comment ne pas en venir à leur remettre dans ces peines alternatives, certainement en les exploitant bonnement pour des travaux d'intérêt commun ou si vous voulez, des travaux d'intérêt général. Voilà, ça pourrait toujours aider. Et Mbombo Mbengue a très bien fait ici de mentionner quand même comment peut-on être un ingénieur qualifié, avec tout le talent qu'on peut lui reconnaître et que vous soyez emprisonné pour 24 ans et pourtant on peut convertir votre talent, votre capacité à transformer à travers justement ces peines-là qu'on peut ramener au niveau des peines alternatives. Mais c'est vrai quand même qu'il y a il y a quand même un petit méli-mélo. Si on vous condamne quand même à 24 ans, vous n'êtes plus dans les moins et puis vous n'êtes plus quand même les moins de 2 ans, il faut quand même qu'on s'entende. Il y a un problème, la prison, c'est que vous n'avez plus la possibilité de vous déployer comme vous voulez. Bien sûr. Voilà, c'est ça le départ. Mais un ambassadeur chinois nous l'avait d'ailleurs dit ici. Vous mettez beaucoup de gens en prison. Qui les nourrit? Donc vous le mettez, un ingénieur, un médecin et tout ce que vous voulez, tous ces professeurs d'université sont en prison. C'est vous qui les nourrissez. Quand vous les nourrissez mal, ils portent plainte aux Nations Unies, on vous condamne. Vous en avez, il y en a plein. Donc, et ça continuera à ternir l'image du Cameroun par le régime lui-même, par le gouvernement qui est supposé améliorer cette image-là. Vous les nourrissez, vous devez les soigner, vous devez les mettre dans des conditions adéquates de vie. D'accord. Donc maintenant, pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche donc de les utiliser ailleurs? Il ne faut donc pas mettre les restrictions. Et justement, c'est pour ça que moi j'interpelle le ministre Laurent Esso. Pendant 3 ans de manière assidue, 2015, 2016, 2017 et même 2018, 4 ans, il a dénoncé lui-même les détentions abusives. Il a dit devant les chefs de cour, pourquoi il ne peut pas interpeller les procureurs en disant mais essayez de voir. Donc pour désengorger les prisons, ne serait-ce que ça. Est-ce qu'on peut partir justement sur des faits bien connus, Dominique Audrey Oyengalek ce matin, pour dire que cette question devrait au plus vite trouver des solutions. On va dire cette loi doit être au plus vite appliquée quand même parce que lorsqu'on fera un tour à Nebel, lorsqu'on fera un tour à Kondengui, vous ne citez que ces 2 prisons parce qu'il y en a dans tout le Cameroun aujourd'hui, il est urgent de l'appliquer au plus vite. Oui, on se serait... Surtout en temps de Covid-19. Voilà, aussi, on se serait attendu à ce que justement par rapport à cette crise sanitaire que le monde traverse aujourd'hui, on mette en application les travaux d'intérêt général ou bien, puisque c'est réparti, les travaux d'intérêt public et collectif, on se serait attendu à ce que les prisons soient désengorgées. Dans d'autres pays, il y a une façon de contrôler les prévenus avec des bracelets électroniques, avec un agent qui vient faire le contrôle pour voir si effectivement vous êtes chez vous, avec des interdictions de vous déplacer d'un certain endroit. On se serait attendu à ce qu'effectivement, on désengorge les prisons parce que bien avant la Covid, on plaignait déjà le fait qu'il y avait une surnumération au niveau des prisons et que c'était des foyers de maladies, ces endroits-là. On a observé à aucun moment que le ministère de la Santé, sauf si je suis passé à côté de cette information, soit allé dans ces prisons-là distribuer des gels hydroélectriques, alcooliques, pardon. Faut pas verser dans le jeu de X, hein. Pardon, c'est qu'à force d'entendre ça voilà. rentre. Des gels, des seaux, des masques et tout pour protéger ces personnes-là. Donc, justement, une façon de réduire le nombre de malades, on se serait attendu à ce que ça se soit appliqué. Parlons de peines alternatives. Aujourd'hui, on a tout pour mettre ces gens à contribution. S'ils sont enfermés là-bas, ça veut dire qu'on a quelque chose à leur reprocher. Du moins, la logique voudrait que les personnes qui sont là-bas, on ait des choses à leur reprocher. Maintenant, on peut les capitaliser, on peut les utiliser dans les travaux au niveau des espaces verts. Dans d'autres pays, ça se fait.
On voit les gens travailler dans des casernes de pompiers. Ça se fait également, puisque ce n'est pas rémunéré et qu'on n'aime pas payer les gens qui travaillent chez nous. Donc, on n'aura pas à entendre des gens qui vont se plaindre. On était des prisonniers, on a travaillé, on ne nous a pas payé. On aurait pu les utiliser de cette façon. Le Cameroun, on a une société de train. On aurait pu les envoyer travailler dans ces endroits-là. Il y a énormément d'endroits où on peut envoyer ces gens travailler. Donc, si le texte n'est pas encore mis sur pied parce qu'on manque d'idées ou bien parce qu'on estime que c'est humiliant d'avoir un tonton tel qui a été ceci et aujourd'hui qui est balayeur, ça veut dire qu'on insulte les éboueurs qu'on a au Cameroun parce qu'on estime que c'est humiliant d'avoir des Camerounais nobles qui nettoient les routes pour vous, alors que vous avez vos amis qui viennent de l'étranger vous rendre visite. C'est cet exemple justement que le ministre de la Justice avait pris de son temps en regardant un haut commis de l'État être balayeur de rue et que son fils passe par là ou le membre de famille en disant « Tonton, tu fais quoi là ?» Pour lui quand même, c'est humiliant. C'est dire pour lui c'est humiliant et pourtant c'est une solution pour corriger les mœurs. C'est dire que les gens qui nettoient, c'est de la... C'est du n'importe quoi. Oui, voilà, c'est plus gentil de dire ça. Parce qu'on est dans un pays de protocole. Ouais. De protocole. Parce que vous, là, vous ne pouvez pas voir facilement l'adjoint au sous-préfet. C'est un pays de protocole. Or, si on avait intégré que la prison, il y a d'abord un problème d'éducation à la citoyenneté, ça ne causerait pas de problème. Effectivement. Or, votre papa en prison pour avoir volé, c'est bon? Pas du tout. C'est ça l'humiliation. Alors que des individus qui s'amendent aux yeux de la société, qui font, on dit amende honorable, oui, qui font amende honorable et qui reconnaissent qu'ils ont fait quelque chose de mal et qui veulent se faire réintégrer, c'est là qu'on commence. Donc on ne doit pas estimer que les personnes qui nettoient la route ne valent rien, ne représentent rien, c'est de l'humiliation parce que si ces gens ne faisaient pas ce travail, on marcherait tous dans des poubelles. Donc, monsieur le ministre devrait déjà penser à mettre en application. On peut s'inspirer de ce que les gens font ailleurs. En France, il y a des métiers, des peines alternatives. Aux États-Unis également, on peut aller s'inspirer de ça. Et parfois même, il y a des études que des étudiants font dans ces endroits-là pour voir comment on applique les peines alternatives. Ça peut aider les étudiants qui sont à l'université également. Dire justement qu'en temps de Covid-19 au Cameroun, d'ailleurs comme c'est dans le monde entier aujourd'hui, Isabelle Carozopet, le ministre de la Justice, puisque c'est lui qui a indexé ce matin sur cette question, il devrait quand même, parce qu'il est ministre de la Justice, au vu de la crise sanitaire présente, prendre des initiatives quand même pour désengorger les prisons aujourd'hui, parce que fondamentalement le problème se pose à ce niveau. Il ne l'a pas fait, il ne le fait pas. On pointe le doigt sur le ministre de la Justice ou bien sur le chef de l'État lui-même qui devait au moins s'en préoccuper. Votre avis? Non, mais je crois qu'hier, on a abordé cette question sur le désengorgement dans ces prisons. C'est la question justement que tu poses, parce qu'on s'interrogeait justement sur le sort de ces prisonniers qui sont dans ces différents pénitenciers sur l'ensemble du pays. La situation est d'autant plus grave, puisqu'on fait bien savoir de l'avis des médecins que cette deuxième vague de Covid-19 est bien plus virulente, plus meurtrière que la première. Ça veut dire qu'on devrait redoubler de vigilance. Par contre, quand on fait un tour dans ces pénitenciers, c'est tout le contraire parce que l'effectif d'abord vraiment laisse à désirer, un effectif pléthorique qui est bien connu de tous et ça c'est depuis des années. Dans une ville comme Douala par exemple, on sait tous où est située la prison du côté de Nouvelle. L'endroit d'abord qui ne devrait même pas être, qui n'est même pas local, qui n'est même d'ailleurs pas approprié. Et du côté de PK 17 ou 19, je crois qu'il y a un autre pénitencier qu'on est en train de construire là-bas depuis des années, Michel Gachou. Et tenez-vous bien sur ce chantier du côté de PK 19 où on est en train de construire cette prison qui permettra de faire ce transfert. Je ne sais combien de fois les ouvriers de ce côté ont déjà eu à gréver justement parce qu'ils se plaignaient de cette mauvaise condition de travail. Vous voyez donc que même là où il n'y a pas de problème, on fait quand même tous les efforts pour qu'il y ait problème. Est-ce que cette personne devait être peut-être en train de gréver ou quoi que ce soit? Non. C'est autant de choses. Si ce chantier par exemple était terminé depuis, je crois qu'on aurait pu transférer au moins tout ce qui se trouve ici de ce côté-là. Et cette question quand même de désengorgement de nos prisons aurait en partie été résolue. Donc on voit le laxisme, la lenteur administrative avec laquelle on embrasse certaines choses qui ma foi, sont urgentes. Ces personnes... Mais au-delà de la prison existante, il y a quand même qu'il faudrait dire qu'on a, prenons des exemples simples, on a des marchés du 22 septembre dernier qui sont encore aujourd'hui à la prison de Nebel, comme dans d'autres prisons du Cameroun. Ils sont plus de 130 familles. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, véritablement?
C'est quoi le délit? C'est quoi Le délit. C'est quoi le délit? Je prends le cas simple d'un Camerounais qu'on appelle Paul Tchouta, que tout le monde connaît. Paul Tchouta se retrouve aujourd'hui en prison pour un délit qu'il aurait commis. Il a fait 6 mois, mais depuis 2 ans, il n'est pas jugé. C'est un exemple simple. Il fait quoi là-bas? Pour ne prendre que ces exemples-là, justement. Et après, vous verrez des personnes, quand elles vont décider en prison, vous dira non, la personne avait fait une maladie avant d'entrer ici, la personne avait eu à avoir ci, non, la famille n'a même pas eu droit au corps parce qu'on vous a dit. Ou après, on va vous dire non, la personne est décédée de Covid-19, on va vite faire d'enterrer et tout. Pourtant, le problème, il a eu un prévenu ici, Madame Sopo, elle a son cancer. Elle est en train de pupiller, alors qu'elle n'est que prévenue. Et elle meurt à petit feu. Madame, vraiment, puisque faut en parler, on insiste ici depuis un petit moment sur le cas de Madame Sopo Marie-Christine. Pour une affaire qui est banale, connue justement par, on va dire, la justice camerounaise, les plus hauts gradés justement de la justice aujourd'hui, ils savent exactement ce qui se passe avec le cas Sopo Marie-Christine, qui a un cancer. Elle a un cancer, elle est prévenue. Mais on a choisi simplement de l'important, c'est quoi? C'est que quand on a porté plainte, on n'a même pas cité son nom. Mais je veux dire, l'esprit citoyen fait qu'elle a refusé d'honorer au rendez-vous avec son médecin pour venir dire que non, comme l'affaire concerne mon entreprise, il faut que je voie parce que ça me concerne. Il vient dire que non, on n'a pas cité mon nom, mais en fait, voilà la situation. Donc, il n'y a pas à paniquer. Il n'y a pas à paniquer, monsieur le magistrat. Laissez-moi, j'ai mon rendez-vous, je viendrai. Parce que je pouvais bien rester, mais je veux la quiétude de tout le monde, ainsi de suite, y compris de mes patrons. On lui dit non, madame, vous ne partez plus, vous restez en prison. En fait, mais attendez. Alors, mais voilà. Mais soyons sérieux, la justice camerounaise, mais attendez, elle est dans l'image de quel citoyen? Michel Metou avait subi la même chose. Il fait passation de service, c'est lui qui le remplace, lui dit non mon gars, est-ce que tu peux me présenter l'entreprise? Il lui dit d'accord. Il demande au PCA, est-ce que vous pouvez me permettre de présenter l'entreprise de manière technique à mon successeur? Il lui dit oui. Viens, bon voilà la lettre, il faudra être là lundi. Il vient lundi, son successeur n'est pas là. On lui dit bon d'accord, tu es venu perturber le travail du secrétariat, on te met en prison. Jusqu'aujourd'hui. Voilà, jusqu'aujourd'hui. Et lui aussi, lui fait venir son médecin de France pour venir le soigner ici. C'est incroyable. Voilà. Alors justement, le temps de sortie, Isabelle Carrozopet, nous écoutons effectivement, mais il va falloir quand même qu'on se pose des vraies questions. Je dis encore qu'on évite qu'on nous dise plus tard qu'outrage à magistrat ou outrage à la justice camerounaise. Sincèrement, lorsque vous avez des personnes qui sont malades dans des prisons, c'est encore des coûts pour l'État du Cameroun. Tout à fait. Lorsque vous avez des gens qui sont dans les prisons et qui ne servent à rien dans les prisons, qui pouvaient autant sortir, travailler pour l'État, l'État choisit de les y maintenir. Alors, des complicités, des micmacs, des fidutéries. Encore qu'il ne s'agit même pas toujours de sortir, même pour servir la nation. Parce que même étant dans ces prisons, si elles étaient bien construites et qu'il y avait des endroits bien précis, je crois qu'il y a des prisonniers qui devraient, dans ces prisons, prendre des cours. Qui devaient pouvoir savoir comment on fait ci, comment on fait telle chose. Oui. Et au sortir de là, pouvoir au moins manier leurs 10 doigts. Pour que la réinsertion, parce que c'est un autre défi. Et c'est un challenge énorme au Cameroun. Quand vous sortez de prison, vous êtes vraiment en déphasage. Vous avez un problème parce que vous avez du mal, à vous insérer. À vous réinsérer. Et bien au contraire, vous devenez encore plus dangereux. Et quand on arrête ces personnes, ils vous disent, moi je n'ai plus peur de la prison. C'est un endroit où j'ai été, donc vraiment je n'ai plus rien à craindre. Alors, le président sud-africain Zuma avait dit que c'est en prison qu'il a appris le grammaire. Voilà. Donc le grammaire. On va justement dire, Charles Membachou, que malgré, on va dire, l'intervention, souvenez-vous en 2019 du ministre délégué chargé de la justice devant les parlementaires, malgré les appels incessants des organisations non gouvernementales de liberté, des droits de l'homme, autant pour moi, jusqu'à aujourd'hui, l'État du Cameroun fait la sourde oreille. Qu'est-ce qui empêcherait, de votre point de vue, la justice camerounaise, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso lui-même, à appliquer ce décret, cette loi, en attendant justement que justement le texte est ultérieur, dit-on. Monsieur Michel Ngatou, sans vous mentir, moi-même je ne connais pas ce qui empêche. Je ne connais pas ce qui empêche parce que 2016, on était sûr qu'avant la fin d'année, 2016, on aurait déjà mis sur pied ce projet.
2018, 2017, promesse. 2018, promesse. 2019, promesse. 2020, promesse. 2021, dans les prochains mois, nous allons voir dans quelle mesure. Nous n'allons que de promesse en promesse, avec une nouveauté, M. Michel, c'est la spécificité du fait que celui qui est poursuivi à Yaoundé ne peut pas avoir les mêmes peines alternatives de liberté que celui qui est poursuivi à Garoua. Bon, c'est quoi ces incongruités-là? Attendez, vous avez la surveillance judiciaire. Ils peuvent se rapprocher de la France, des États-Unis qui ont les meilleurs outils en termes de surveillance ou contrôle judiciaire. Vous avez des bracelets qu'on met sous le pied. Vous ne pouvez pas couper le bracelet sur le pied. On installe dans tous les commissariats. Lorsque vous êtes installé, vous avez un rayon, une superficie que vous ne pouvez pas traverser. On vous dit que vous êtes à Deido. Vous sortez de Deido. Monsieur Michel, c'est une autre infraction. On vous rejette. Vous êtes obligé de tenir. Vous avez Monsieur Michel Ngachou, la mise en liberté sous caution. On arrive, on dit, bon, là, qu'est-ce que vous plaidez? Non coupable, coupable. Ok. Comment on va dire, mon client a besoin de comparaître libre. Ok. On fixe la caution à 27 millions. Vous payez, vous payez. Voilà, monsieur Michel. Est-ce que c'est pas là même d'ailleurs où on attend bien sûr les magistrats aujourd'hui et même les conseils? Le système américain, ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a de ceux à qui on a mis la caution 10 millions de dollars, 20 millions. Les gars payent pour comparaître, même si à la fin vous finissez par être gardé, mais les gens payent la caution pour pouvoir être libres. Donc j'estime, monsieur Michel Ngachou, qu'à un moment donné, quand vous entrez dans les prisons, vous vous rendez compte que le coût est énorme. La prise en charge est énorme. L'État suffoque. Je dis bien l'État suffoque parce que l'argent mis à disposition pour les nourrir, ça, je vous en suis, cet argent pouvait servir à autre chose. Allez à la prison de Lebel. Vous parlez de nutrition, Charles Bachou? Je ne crois que le cas de Vous voulez qu'on dise ce qu'ils mangent ici, sur ce plateau? De toutes les manières, dans tous les cas, il y a toujours vous voulez qu'on évoque le type de nourriture que l'on sert aux prisonniers sur ce plateau? Charles Abel a raison, l'État dépasse l'argent pour ça. Il dépense de l'argent, monsieur Michel. Alors, nous avons vu des films, on a vu des documentaires dans les prisons américaines où les gars fabriquent des voitures, où les gars conçoivent des moulinex, où les gars conçoivent des appareils. Les appareils sont vendus sur le marché. 80% sont récupérés par l'État américain, 20% vous met dans un compte en attendant votre sortie. Voilà comment ça fonctionne. Beaucoup de gars se sont retrouvés à bosser. Quand ils sortent, on lui dit, monsieur, votre production, ce que vous avez produit ici, on vous dit, merci, voici ça, allez, débrouillez-vous. Donc, je pense qu'on devrait arriver à cela pour libérer. Regardez qu'une bonne partie des marcheurs ont été envoyés à Yoko. Oui, selon les dernières informations. Puisque vous parlez du 22, on les a envoyés à Yoko, monsieur Michel Ngachou. Pourquoi donc? Regardez, envoyer les gens à Yoko, le coût de transport pour les envoyer, ça va augmenter encore l'assiette en termes de nutrition, les familles qui partiront. J'estime à un moment, monsieur Michel, qu'on devrait appliquer vraiment ces peines alternatives de liberté pour donner aux gens la possibilité de se reposer. Comme magistrat. Non, pour humaniser la vie. Comme magistrat, monsieur Michel Ngachou, vraiment, quand vous prenez les gens, 3 ans, 4 ans, renvoi sur renvoi, essayez de voir dans quelle mesure libérer les prisons. C'est vrai que monsieur Michel Ngachou, le dernier élargissement qu'avait fait le chef de l'État concernant la Covid, avait plutôt donné lieu. Je peux vous dire que sur 100 qui avaient été libérés, au moins 50 ou 60 sont retournés en prison parce que les cas sont sortis la semaine-là, des agressions, vous vous rappelez dans les quartiers, une insécurité, une autre pareil, ils sont retournés. Mais c'est déjà bien. Mais je pense qu'on peut trouver comment élargir les bracelets électroniques. On est au quartier, pendant 2 ans, vous l'avez avec, vous faites tout avec. En vous baladant au quartier, on saura que vous avez un bracelet sur le pied, monsieur Michel. Allons bien sûr prendre les réactions des téléspectateurs qui sont avec nous depuis 10 heures de ce petit matin. Merci à vous, madame, messieurs, de prendre la peine, on va vous lire, Dominique Audrey sur Equinox TV. Vous êtes bien sûr en direct également pour vous et pour nous lire les réactions de nos téléspectateurs. Isabelle Carole Zoupette avec des messages SMS. Nous commençons, vous, Isabelle Carole. Bonjour à vous. Franchement, ce prétexte selon lequel une femme a accepté cette pratique pour protéger ses enfants ne tient pas. Je pense pour moi que si elle s'inquiétait vraiment pour ses enfants, elle aurait demandé de l'aide à sa famille. Mais de là à aller faire l'amour dans des cimetières, c'est inconcevable. Le matériel, l'amour du matériel, c'est ça qui nous tue ici dehors. Je suis Raïssa Djoutsi depuis Bouddha. Autre message,
Bonjour, je pense qu'une personne doit être attachée à ses propres valeurs morales. La pauvreté n'est pas une fatalité. Il faut vivre avec ce qu'on a tout en cherchant à s'améliorer. Elle et son mari vont lire l'heure. Pour une fois, je suis d'accord avec Charles Hamel. Elle est complice, cette dame. C'est un problème de mentalité. Il faut que les jeunes apprennent à prospérer sans se salir les mains. Où est passée l'éducation africaine dans ce pays? Bonjour le plateau. Les plaisirs de ce monde séduisent les envieux. Le contentement demeure la clé du bonheur. Le sujet est très pertinent. Cette dame a été complice. Je plains la gourmandise de ce couple. Mireille Agnew depuis Bonabéry. Autre message. Ce type connaît quelque chose dans la mort de sa mère. Ils sont tous deux aussi envieux avec le gros cœur, partisans du vivre luxueux, mourir jeune. Cette histoire ne présage pas une bonne fin. Leslie Tekwa depuis Chang qui signe cette réaction. Cette maman aurait pu faire de son garçon un homme de demain, mais malheureusement elle ne l'a pas fait. Je pense que cette femme doit quitter cet homme et se confier à Dieu dans la prière. Et c'est tout. C'est Christelle depuis Damas. Dominique Audrey. Jeannette Michael nous dit que beaucoup d'hommes entrent dans les sectes et mettent leurs femmes sur le fait accompli après. C'est par lâcheté que certaines femmes se font complices. Je connais une femme qui a fui le pays quand son mari est entré dans une loge. Personne dans la famille n'a compris pourquoi elle voulait divorcer. Ce sont des années après qu'elle a fini par partout avouer. Tatiana Clara dit « Après, vous allez les voir dans des grosses voitures secouer les trousseaux de clés portant des larges lunettes de soleil et toutes brunes, que dis-je, blanches, arrogantes, alors que c'est des mamies cimetières. » Chris Cham, cette femme a voulu aussi la richesse sans travailler. Aller sur les tombes, c'est trop dit. Qu'elle attend de son karma. Et c'est toute sa descendance avec son mari. Soit elle cherche à couper déjà pour ses enfants, mais le couple aura le karma. Beaucoup de prières pour le couple. Nikita Parker, dès la première fois que son mari a avoué, elle devait l'amener dans une église pour le délivrer et ne pas continuer cette sale vie, car c'est vrai, elle voyageait, mais au fond, il n'y avait pas de vrai bonheur. Elle continue à voyager. Elle a arrêté. Le Wonderful-Kistan est le seul pays au monde où on ne partage que des milliards. Shalom Henry, oh cette dame, dans sa naïveté, s'est laissée emporter par le piège. Si elle le laisse de continuer ce qu'elle a commencé, elle mourra et son enfant mourra également. Samy Cristiano, oui, c'est simple, qu'elle continue dans cette lancée. Elle a déjà compati avec le diable, donc elle assume. Tous sont des diables, ils devront tous se convertir. Peut-être question, bon, Bengan Kandji, vous traditionnaliste, qu'est-ce que vous faites pour retirer des personnes qui seraient trempées dans des cercles compliqués? Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? Oui, il y a une possibilité. Mais au point vraiment de les sortir de là? Oui, mais d'avouer, d'avoir commis ce forfait. Il faut d'abord avouer, parce que, je pense à la mère l'a dit ici plusieurs fois, mais on n'adhère pas à ces choses sans son consentement. Oui. Même la femme. Et les femmes qui sont fragiles, on leur dit toujours, effectivement, elle aurait dû décliner, peut-être demander même le divorce. Un gars mesquin vous amène dans les ébats sexuels, elle va vous poser des questions au moment où vous pensez avoir le plaisir, vous allez dire oui chérie. Donc vous êtes en train d'adhérer de manière consciente. Parce que d'abord, c'est d'un doublé de plaisir de manière consciente à ces sectes-là. Mais pour vous y détacher, vous acceptez d'abord avoir commis ces choses-là. D'accord. Alors, je voudrais quand même, Charles Hamel, peut-être pour finir, revenir sur une histoire qui nous a été racontée dans notre tendre jeunesse, alors que nous sommes élèves au CS de Bassamba, une dame qui aurait choisi bien sûr de commettre le même forfait en vendant, si vous voulez, je parle un peu comme au quartier, en vendant son petit frère, et partant de Douala pour l'enterrement qui devait se passer justement dans les environs, bon, Bengan Kandji, peut-être vous nous donnerez bien sûr votre point de vue sur cette histoire. On part de Douala pour le village, pour l'enterrement. Arrivé, les familles s'étaient déjà accordées justement à récupérer le mort. Pendant la nuit,
de façon spirituelle, de façon mystique, ceux qui sont censés venir prendre le corps arrivent. Quand ils arrivent, ils envoient d'abord ce qu'on appelle les foumis magnons. Les foumis magnons viennent inspecter. Ensuite, ils envoient ce qu'on appelle des lions, des léopards, ainsi de suite. Mystiquement. Ils viennent inspecter et puis ils s'en vont. Et ils vont dire justement que le chemin est ouvert. Une fois, la dame elle-même, la concernée qui aurait mis son petit frère devant, comme on dit souvent au quartier, vient avec ces personnes dans le monde, touche la tombe, le cercueil ressort, on touche le mec, on lui remet justement ce qu'on a confisqué. Et dès qu'il ressort justement, ceux qui étaient, je parle des grands marabouts, des grands marabouts qui étaient autour, sortent justement et saisissent justement ce dernier avec tout ce qu'ils ont avec eux. Alors c'est dit qu'il y a des solutions bon Bengan, c'est que ce sont Charles Hamel. Et ils nous racontent qu'ils ont été sauvagement fouettés, mais ils n'ont pas relâché au point où aujourd'hui, dit-on, ce garçon serait en vie. Non, le problème pour récupérer, d'abord, il faut éviter que celui qui est parti soit formalisé. Ouais. Si on vous injecte le formol, vous ne pouvez plus. C'est fini. Et vous voyez que quand pour des personnes vendues, on veut les enterrer vite. C'est-à-dire, on organise les obsèques là vite fait, il ne faut pas vraiment, on va organiser les obsèques plus tard à long intérêt, voilà. On va trouver sur la pour qu'ils partent vite. Et s'il y a donc des choses, éviter d'être formalisé et à ce moment-là, si la mort a deux niveaux, parce que lorsque l'esprit commence à quitter, c'est les pieds qui commencent d'abord à être froids et on peut contrôler. Est-ce que le cœur est parti, parce qu'à l'hôpital on vous parlera de mort clinique et de ceci, il y a deux parties, le cerveau et le cœur. S'il y a au moins 3% du cerveau qui fonctionne encore ou 3% du cœur qui fonctionne, là on peut ramener. Très bien. Dans le cas contraire, on ne pourra plus. On peut également le faire en pays bamileke sur la mer. Pardon, chez les Bantous, on peut le faire. Monsieur Michel Ngatiou, je veux vous dire que la science a évolué, la sorcellerie a évolué. Vous allez vous rendre compte que dans certaines régions du Cameroun, lorsqu'on enterre, on veille sur la tombe pour éviter justement qu'il y ait des personnes qui viennent récupérer les corps. Ce n'est pas seulement ceux qui ont tué, il y a d'autres personnes, des vendeurs, qui viennent récupérer pour des commerces, hein, monsieur Michel Ngatiou. C'est le cas de ces Maliens que vous voyez souvent, ces personnes du Niger que vous voyez vendre les pagnes. On dit que c'est des personnes qui ont été vendues. Allez mener les enquêtes pour voir. Donc je pense que c'est à chaque femme, à chaque famille d'être suffisamment, monsieur Michel Ngatiou, prudente. Les parents devraient apprendre aux enfants qu'on ne sort pas de la maison comme ça. Monsieur Michel Ngatiou, aujourd'hui, les jeunes se lèvent le matin, vont à la douche, prennent le dentifrice, 1, 2, 3, 4, 5, ils rincent, ils versent l'eau, ils se lavent, ils s'habillent, je pars travailler. C'est pas comme ça qu'un bantou sort. Le bantou, avant de sortir, se muscle, monsieur Michel Ngatiou. Il y a des choses qu'on utilise pour se muscler. Il y a des choses, on a les pieds avec des huiles, des organes particuliers pour éviter de piétiner n'importe quoi. On a les mains, monsieur Michel Ngatiou. On se prépare de la même façon que les Occidentaux. Nous, on aime le juju. Arrivent quand ils se lèvent le matin, ils font les prières. Vous voyez les gens se lever, ils font les prières pour sortir. Je n'ai rien contre cela, mais on apprend à l'enfant à ne pas sortir n'importe comment. Ça fait en sorte que monsieur Michel Ngatiou, lorsque vous allez affronter, vous ne vous éloignez pas de vos principes, vous ne vous éloignez pas des critères. Vous qui êtes parti de chez vous pour venir vous installer en ville, en partant, vous amenez un peu de terre de la concession, de votre concession, devant votre porte, vous jetez devant, quitte en sorte que même si c'est le voisin, monsieur Michel Ngatiou, vous avez des voisins qui de passage veulent lancer des choses dans vos concessions, cela annule. Donc je vous le dis pour dire que nous devons, nous aujourd'hui, réapprendre aux enfants comment sortir, comment reconnaître la bonne et les mauvaises personnes afin d'éviter cela, ne pas regarder avoir les longs yeux. Merci beaucoup, cher Lamine Batio. Merci. On espère que le conseil est bien passé ce matin. Allez, on va marquer une petite pause, hein, s'il vous plaît, et puis on va revenir avec la revue des réseaux sociaux. C'est très important de le dire. Et parlant bien sûr de pause, entre les mains, nous avons avec nous 1001 tapis, y compris tapis de braise, j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, dans un instant, on sera un conseil, Lamine. Bonjour. Il vous arrive à tous de cuisiner chez vous. Et la plupart d'entre vous utilisent une bonbonne de gaz. Et pourquoi? Car c'est actuellement le moyen le plus économique. Alors, de quoi avez-vous besoin? D'une bonbonne de gaz, d'un tuyau de gaz, d'une cuisinière à gaz,
et enfin d'un détendeur de gaz. Aujourd'hui, nous vous présentons le détendeur IGT. Simple à installer comme un détendeur ordinaire. Attention, pensez à vous assurer que vous avez suffisamment serré au niveau du robinet ainsi qu'au niveau du tuyau à l'aide d'un collier de serrage. Jusqu'ici, rien de nouveau. Mais alors, quelle est donc la différence avec les détendeurs ordinaires? La différence, c'est que le détendeur IGT est équipé d'un manomètre vous indiquant votre niveau de gaz en temps réel. Et ce n'est pas tout. Il dispose également d'une sécurité permettant d'interrompre le débit de gaz en cas de fuite. Vous et bienvenue, vous nous parlez ce matin de 1001 tapis, c'est ça? Bien entendu, Michel Ngatou, je parle donc ce matin d'une spéciale promotion du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les téléspectateurs ont pu voir ce spot qui a été réalisé du côté bien sûr de Danemark à l'usine même de fabrication des détendeurs intelligents IGT. Une démonstration qui a été faite par les fabricants du détendeur intelligent IGT qui sera donc en vente ce mercredi matin. Vous aurez donc l'occasion de vivre en direct le prix de ce détendeur intelligent IGT. Il coûte normalement 12 000, mais vous l'avez en pleine promotion tout au long du mois d'avril à 11 500 francs. Le détendeur intelligent IGT, ça permet de réduire la consommation du gaz. Le détendeur intelligent IGT permet également de contrôler les fuites de gaz. Le détendeur intelligent IGT permet également de vous rassurer que votre bouteille de gaz est pleine. C'est un détendeur qui joue double rôle. Nous le vendons avec 5 ans de garantie et nous vous donnons 10 ans d'utilisation. C'est le seul détendeur intelligent qui dit « Bonjour monsieur, votre gaz est en train de finir. Bonjour monsieur, votre gaz n'est pas plein. Bonjour madame, il y a fuite de gaz. » Donc vous avez ce détendeur intelligent à 11 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite poursuivre avec le prochain article de ce mercredi. C'est un thermoflash. Il est mignon, il est petit. On peut le mettre dans sa poche, on peut le mettre dans son porte-monnaie, on peut le ranger dans son sac. Il est moins encombrant. C'est un thermoflash de très très bonne qualité. Nous vous donnons 1 an de garantie sur ce thermoflash qui coûtait avant, bien entendu, le thermoflash moyen qui coûtait avant 45 000. Mais vous l'avez aujourd'hui au magasin 1001 tapis à 29 000 francs. Le thermoflash moyen pour prendre la température. Il est important en ce moment, chacun devrait prendre sa température de temps en temps, mais alors avec quoi devrait-on prendre cette température? Avec un thermoflash. Le thermoflash moyen, vous l'avez à 29 000 francs au lieu de 45 000. Et quand vous achetez un thermoflash moyen, on vous donne un gel désinfectant de 500 ml du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous restons toujours dans les thermoflash pour prendre le deuxième modèle des thermoflash. Je l'ai dit tout à l'heure, il est mignon, il est beau, il est stylé, il est moins encombrant. C'est un thermoflash tout petit, il n'est pas petit en tant que tel, mais vous l'avez à 20 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis au lieu de 35 000. Et quand vous achetez un thermoflash, on vous donne bien entendu 500 ml de gel désinfectant qu'on vous donne gratuitement. Donc, chers téléspectateurs, profitez dès à présent. Les chefs de quartier, les patrons d'entreprise, les particuliers, les commerçants, chacun devrait commander dès à présent son petit thermoflash à 20 000 francs au lieu de 35 000. Nous restons toujours dans la grande promotion au magasin 1001 tapis avec l'un de nos nouveaux produits. C'est un tensiomètre électronique. Chers téléspectateurs, et quand on parle de tensiomètre, on parle de cet appareil qui nous permet de prendre notre tension. Il y a des gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils n'avaient pas l'idée de leur tension. Donc aujourd'hui, chacun devait prendre sa tension avec un tensiomètre de très très bonne qualité que vous avez au magasin 1001 tapis à 30 000 francs. Un tensiomètre vendu avec 1 an de garantie que nous vous donnons pour ceux qui achètent, que ce soit le thermoflash à 20 000, le tensiomètre, vous l'avez à 30 000 francs, chers téléspectateurs. Profitez de cette grande promotion pour acheter un tensiomètre de très très bonne qualité. Vous l'avez à 30
30 000 francs au magasin 1001 tapis. Nous restons toujours dans ce magasin, cette fois-ci pour parler des couvre-bouteilles. Oh là 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 là. 1500 pour 3 couvre-bouteilles au magasin 1001 tapis pour le compte de cette grande semaine de promotion, chers téléspectateurs. On a bu son vin, on a bu sa bière, on n'a pas pu finir sa bouteille de vin, alors que de laisser son vin ouvert, vous avez des couvre-bouteilles à 1500 francs pour 3 couvre-bouteilles de très très bonne qualité. Toujours la promotion de ce matin, vous avez des fers à vapeur. Des fers à vapeur de très très bonne qualité au magasin 1001 tapis. On parle bien sûr d'un fer à vapeur à 7000 francs. Il est stylé, il est nyanga, il repasse de... Oh là là, c'est la qualité totale en matière de repassage. Un fer à vapeur à 7000 francs au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. La promotion nous conduit toujours à des robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 11 500 francs. Les Moulinex, les robots mixeurs, les machines écrasées, les condiments secs, les condiments frais et même les fruits, vous l'avez à 11 500 francs, votre robot mixeur 2 balles au magasin 1001 tapis. Nous parlons toujours des thermoflash moyens. Nous insistons sur les thermoflash. Vous les avez à 29 000 francs, un thermoflash moyen. Le petit thermoflash à 20 000. Le détendeur intelligent 11 500. Le tensiomètre de très très bonne qualité. Prenez votre tension avec un tensiomètre à 30 000 francs au magasin 1001 tapis. Fer à vapeur à 7 000. Robot mixeur 11 500, sans oublier les autres articles du magasin 1001 tapis. Un plaisir, merci beaucoup Consti Lamine pour votre présentation de ce matin avec 1001 tapis. Mesdames, Messieurs, restez sur Equinox Télévision. Dans un instant, on reviendra sur la revue des réseaux sociaux. Les questions évidentes seront encore posées ici. Attention, tenez-vous prêts. Qui va me faire le ce matin? Isabelle Caron-Zoupette, qu'est-ce qui se passe sur la toile? Racontez-nous ce matin. Alors, sur la toile, on va tout de suite donc démarrer avec ces images de l'école publique de Ngoualé, donc du côté de Bonabéry. Voilà où on a justement pu avoir dans les images de cet établissement scolaire qui est dans un état de délabrement, il faut le dire, mais alors très poussé de ce côté-là. Et bien sûr, voilà, Michel Ngachou. On se souvient tout de même que c'est l'année dernière, on a eu le ministre qui a fait une descente là-bas et où il expliquait qu'il ferait des choses pour que cet établissement puisse avoir une fière allure et que les enfants pourraient avoir oui, mais sauf que jusqu'ici, c'est resté une promesse qui n'a toujours pas pu tenir jusqu'ici. Et on se pose bien la question comment ça se fait. Pourtant, on se souvient qu'Equinox Télévision avait fait un reportage de ce côté. C'est justement ce qui avait donc suscité cette réaction. Mais on va revenir sur ces images-là. Autre sujet ce matin? Autre sujet ce matin, on poursuit, Michel? Oui, nous vous écoutons. Alors, autre sujet ce matin avec bien évidemment votre supervision. On va donc parler donc, de cette correspondante de Ferdinand Gangan, bien sûr, qui s'adresse au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, justement en rapport avec le coronavirus, où il dit bien évidemment en objet audit des fonds affectés à la lutte contre le coronavirus. Et il dit, voilà pour lui, en vous faisant tenir 6 juin thermocopie du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême relatif à l'objet repris en marge. J'ai l'honneur de vous répercuter les hautes directives du chef de l'État prescrivant l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs et complices des actes de malversation financière et relevé. Donc, on comprend donc tout de suite que la gestion des fonds coronavirus, parce qu'il faut le dire, c'est d'importantes sommes d'argent qui, justement, sont afférées pour la gestion de cette crise. Et on parle encore à cette heure de cette deuxième vague qui serait bien évidemment plus virulente. Et quand on commence à écouter déjà ce genre de son de cloche, on a bien peur que ça finisse comme le riz quelque part. Alors, ça fait bien sûr débat depuis hier soir, on en parle, les chaumières également. Hier soir encore sur les antennes Equinox Radio, dans le cadre de votre émission Vite ton sac, nous tentions avec les auditeurs de comprendre des appréciations sur cette énième correspondance
du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, à l'endroit du ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État qui était censé au plus vite rendre copie de la gestion des fonds Covid-19 au niveau du ministère de la Santé publique. Et il est important de le dire ce matin que la Chambre des comptes vient également de donner son rapport qui a été remis au premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouto, qui lui, par la suite, l'a remis à Paul Biya. Et Paul Biya, tout de suite, vient bien évidemment d'interpeller le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, à instituer ou à demander au plus vite au ministre de la Justice d'ouvrir une enquête judiciaire autour de la gestion des fonds Covid-19. Alors, qu'est-ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? Le FMI met le Cameroun sous pression parce que on a dit Mohamed Bengan, il y a une autre dette, on va dire, que le Cameroun a octroyée aux côtés de l'institution monétaire. Et il y a des conditions. Il faut d'abord rendre compte de la gestion des fonds Covid-19. Une pilule très difficile au Cameroun aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est sous la pression du Fonds monétaire international que le gouvernement s'affaire à cacher les détournements, les divers détournements des deniers publics qu'ils ont notamment dans cette guerre contre le coronavirus. Et le Fonds monétaire international, vous savez, s'est engagé malgré l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en avril 2007, on y est toujours. Nous sommes toujours sous les coups fournis du Fonds monétaire international. Je veux voir les partenaires au développement vous ont donné de l'argent, vous en avez fait quoi? Il faut donc revenir à cet équilibre. 180 milliards de francs CFA quand même, c'est pas rien. Hein? Non, c'est pas rien. Et surtout que vous avez entendu, je pense il y a quelques jours, le chef de l'État a signé une lettre pour terminer les travaux d'achèvement du stade, du complexe sportif qui porte son nom. Ouais. Lorsque l'entreprise demande 18 millions, il demande 55. Et les 55 millions, il voudrait que les banques nous aident à avoir cet argent. Ça veut dire que l'État n'a pas d'argent. Est-ce que l'État du Cameroun ne va pas arriver à une cessation de paiement? Parce qu'on risque d'aboutir à une situation où les fonctionnaires n'auront pas de salaire. Non, on a quand même de comprendre, dans l'affaire, il y a deux jeux quand même. Il y a le CONSUPE, le contrôle supérieur de l'État, qui est bien logé au sein de la présidence de la République. On a la Chambre des comptes. Alors, deux audits qu'il faut faire autour de la gestion des fonds Covid-19. Finalement, le premier rapport a été remis du Premier ministre qui l'a fait savoir au président de la République aujourd'hui. Le deuxième rapport, celui du CONSUPE, encore attendu, malgré, on va dire, l'argent décaissé pour pouvoir mettre à profit, du moins rendre compte du travail qui devait être fait jusqu'ici. Comment vous comprenez ça? Vous vous rendez pas compte qu'il y a un ping-pong, il y a un micmac, il y a, il y a comme des choses qui s'entremêlent là? Non. Moi, j'apprécie surtout, si jamais on aboutit à l'arrestation des gens, la Chambre des comptes de la Cour suprême, effectivement, établit les comptes. L'État, c'est bon, c'est pas bon, c'est positif, ici c'est négatif, les marchés ont été exécutés ou pas, ainsi de suite, il fait des trucs. Le contrôle supérieur de l'État refait les mêmes choses en y ajoutant les procédures. Est-ce que ça a respecté les normes, les procédures en la matière? Oui. Il fait son rapport. Maintenant, le ministre de la Justice arrive donc pour rester en justice le cas échéant. Donc, s'il y a eu des motifs, c'est lui qui va saisir l'autorité judiciaire pour savoir s'il y a des coupables ou pas. Donc, il y a quand même que c'est les sujets. Si c'est comme ça qu'on fonctionnait, je n'aurais rien à dire par rapport à ce que le gouvernement fait. Merci beaucoup, Mohamed Gankandji. Madame, monsieur, restez sur notre antenne. Constilami nous retrouve pour un deuxième passage, bien évidemment. Et cette fois-ci, nous parlons avec lui du tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis
antiadhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. L'ami, nous vous retrouvons avec le tapis de braise. Bien entendu, je reviens avec le tapis for braise. Ça s'appelle ainsi en anglais, en français, hein. Tapis for braise, c'est un tapis de braise. C'est un tapis qui vous permet d'avoir une braise de qualité, une braise facile, une braise tellement... Le tapis de braise qui est donc en pleine vente. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis se présente de plus en plus comme un accessoire de cuisine révolutionnaire, comme un accessoire de cuisine innovant. Le tapis de braise du magasin 1001 tapis présente plusieurs avantages. Tout d'abord, ce tapis de braise permet aux aliments de ne plus coller sur le barbecue. Le tapis de braise permet de faciliter la braise. Le tapis for braise donne également une rapidité à votre braise. En plus de ces avantages, le tapis de braise est également très pratique et très soigneux. Donc j'invite bel et bien tous ceux qui nous regardent ce matin à se rendre du côté du magasin 1001 tapis et de commander leur tapis de braise qui est donc toujours en pleine promotion du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Comme toutes les premières semaines du mois, nous allons permettre à nos clients de Douala, pour le compte de ce mercredi dès 17h30 du côté bien sûr de Koto à Bonamoussadi, juste à côté de la station Tradex, au restaurant Beignet de Gaël. Donc ce soir à partir de 17h30, nous allons vivre une grande démonstration de l'utilisation des tapis de braise. C'est une braise de qualité qui vous sera accordée ce soir dès 17h30 au resto et beignet de Gaël, du côté bien sûr de Koto à Bonamoussadi. Donc nous invitons tous les clients, tous les téléspectateurs de cette émission à se rendre du côté bien sûr de Koto pour la grande démonstration sur l'utilisation du tapis for braise. Alors parlons donc du prix de ce tapis de braise. Il coûte normalement 10 000 francs. Ce tapis de braise que voici, ce tapis de braise, on peut l'utiliser autant d'années dont on a besoin. Ce tapis de braise ne se fend pas, il se nettoie facilement, il est tellement pratique que j'invite tous ceux qui nous regardent ce matin à commander leur tapis de braise. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion, c'est l'occasion plus que jamais de passer votre commande, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Guelmendouka, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Il y a la possibilité qu'on vous livre partout où vous êtes à travers nos numéros de téléphone. Vous avez donc à moins de 10 000 francs votre tapis de braise. Oui, votre tapis for braise, vous l'avez à moins de 10 000 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. À côté bien sûr du tapis de braise, on parle également des gants de cuisine, super gants. Oh là 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 là. Ouvrir la marmite, retirer les aliments qui sont en pleine cuisson, retourner la braise. Oh là 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 là, avec ces gants de cuisine que vous avez à moins de 6 000 francs au magasin 1001 tapis. Une paire de gants de cuisine à moins de 6 000. Donc mototenye sengalemba tatan. Binyo yando magasin 1001 tapis. Douala, wapula te tapis for braise au benmo, wapula te gants de cuisine au benmo. Donc any man, where yami just know, una must know say tapis for braise na fine tapis de braise we any man must get them. You want bon makero, you want bon sol, you want bon machouaron, you want bon dog fawolo, you want bon meat. Donc come for magasin 1001 tapis, en tech il y a tapis for braise qui coûte moins de 10 000 francs et le rendez-vous c'est ce soir dès 17h30 du côté de Koto au resto et beignet de Gaël pour la grande démonstration. Merci Lamine, merci pour votre passage. Et rapidement, Isabelle et Dominique, les messages également, s'il vous plaît, de nos téléspectateurs. Un message de Michael Ndogmo sur la colère. Ce que dit Charles Armel est juste, mais l'application au Cameroun, je la trouve difficile dans le sens où l'État n'a pas un système de contrôle de la population bien structuré. Le système de résidence n'est pas organisé dans la majeure partie de l'État. En Europe, vous ne pouvez pas habiter dans un quartier sans vous signaler auprès de la commune de résidence. Toutes les rues sont tracées, chaque appartement a un numéro. La commune sait
qui vit où. Ceci permet un meilleur contrôle et surtout la sécurité des populations. Ainsi, c'est facile en Europe de mettre les prisonniers en résidence surveillée et on réussit à la base à savoir et à contrôler la population. L'ancien ministre du développement, de l'habitat et du développement urbain, Jean-Claude Mwenchou, avait entamé l'adressage. Monsieur Michel Ngachou, il avait entamé l'adressage des différents axes avant qu'on ne l'enlève. Mais est-ce que le projet a été suivi par la suite? Non. Madame Ketia qui est arrivée, elle a impulsé, Madame Cortès, elle a impulsé, elle est venue avec sa part de programme, les chantiers prioritaires de la CAN. Ce n'était plus ça, monsieur Michel Ngachou. Je crois que le plan sur lequel il a déjà, on se rappelle qu'à cette époque, il avait mis sur pied le code de l'habitat, monsieur Michel Ngachou, avec tous ses principes. Il faut que les gens aillent lire ce document sur le code de l'habitat. Il avait soulevé la question, et dans son, il avait soulevé la question de l'adressage. On avait procédé par un découpage, monsieur Michel Ngachou, des différents partants d'Aqua jusqu'à Ron Poulain. On avait pris la peine de faire des classifications maison par maison parce qu'on estimait là-bas d'Aqua à Dedo, le système était déjà tracé, les maisons sont rectangulaires, comment procéder à l'adressage, est-ce qu'il y a des personnes qu'il fallait sensibiliser, sanctionner? Et oui, il avait déjà démarré ses travaux, mais malheureusement, on l'a dégommé, monsieur Michel Ngachou. Donc je pense qu'il faudrait qu'on impulse cela. Chaque ministre qui arrive avec sa façon de voir des messages. Gabriel Torino, bonjour à tous. Un ex-premier ministre, sénateur vit en Italie, le nommé Berlusconi. Voilà, milliardaire. Après une condamnation, sa peine était d'aller travailler dans une maison pour des personnes âgées. Et il a fait avec humilité. En réponse Berlusconi, au l'ancien Premier ministre italien. Oui, le gros problème, c'est que le gouvernement manque de stratégie. Il faut des centres de correction, de réinsertion de ces prisonniers. Il y a assez de terre. Pourquoi pas créer des espaces agricoles pour y envoyer des jeunes, par exemple, ou des détenus pour faute légère et les mettre aux formations aux travaux sociaux agricoles, des camps de maçonnerie, de menuiserie et des travaux publics. Isabelle Caron. Je veux ici rappeler aux détenteurs actuels de pouvoir que les places dans les prisons sont aussi pour eux. Méfiez-vous d'un peuple de plus en plus affamé. D'après les informations basées sur les chiffres, les Camerounais devront se préparer à faire face à une prochaine dévaluation du franc CFA en zone CEMAC. Ça va faire très mal. Ce pays veut tout détruire avant la nuit des longs couteaux. Merci. C'est Patrick Kwangem depuis la République fédérale d'Allemagne qui signe la réaction. Bonjour au Zénith, merci pour ce que vous faites. Je conseille par rapport à l'histoire simplement à cette dame de tout abandonner et de se mettre en prière. Dieu seul peut lui accorder délivrance. Qu'elle prie et rencontre un homme de Dieu pour être guidée dans les prières. À Christ tout est possible. Mbé Marlis depuis Garoua. Sauf que Charlemagne n'était pas d'accord pour qu'elle... Elle va voir comment l'homme de Dieu va fuir lui-même les mauvais esprits qui sortiront du cimetière. Parce que quand on dit déjà cimetière, on parle d'esprit de mort. Et lorsque, même dans vos rêves, vous rêvez qu'un mort vient vous dire « accompagne-moi, allons ». Monsieur Michel Ngachou, c'est de très très mauvais rêves. Allez là, elle était l'interface entre le monde du dessous. La femme est l'interface entre le monde visible et invisible. Regardez toute la Pâque. Jésus naît, on parle des femmes qui sont là. La mort de Jésus, c'est toujours les femmes qui sont les premières, son interface. Se placer là, dire qu'elle fuit aujourd'hui, elle est la relation entre ces différents mondes. C'est très compliqué. C'est éloigné comment. Merci. Même si elle va en Europe, ils sont très proches. On va poursuivre le débat justement hors antenne et sur la page Facebook Equinox Télévision. Ils sont très nombreux, bien sûr, à nous laisser, bien sûr, des messages. Charlamel, merci à vous. Isabelle Carozoupet, Mbon Bengan Kandji et Dominique Audrey-Yengalek, madame, monsieur. Nous prenons rendez-vous avec vous demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne, dans l'espoir de vous retrouver dans une belle allure. N'oubliez pas, la maxime est simple, les affaires politiques, si vous voulez, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Il faut s'y intéresser à la politique. À demain 10h.